En apparence, elles ont vraiment tout pour elles. Tu as de la chance, tu es belle. Et pourtant, selon ces femmes, avoir un physique agréable, ça n'est pas si simple. Toujours les mêmes choses. T'es belle, t'as un beau corps, t'as la peau douce. C'est toujours que du physique. Ma maman aussi, elle me disait toujours Ludivine est intelligente, Maud est belle. De toute façon, t'étais encore une fois la plus belle. Moi, Eh ben, mais c'est plutôt un compliment, moi, ça me ferait plaisir quand on trop, me c'est dit trop, ça. Sophie, trop, c'est Vous trop. aussi, Frédéric? Mais oui, mais trop, Oh, moi, c'est je sais pas, j'ai pas dû l'entendre assez, alors. Mais qu'ont-elles du mal à supporter exactement? Vu son style vestimentaire, on pourrait la prendre pour une fille facile en fait. Maintenant que j'ai maigri, j'ai l'impression qu'on voit que mon physique. C'est ça qu'en fait, ma personne se résume à un physique. Mais de là à dire que je suis une fille facile, je suis pas d'accord. J'ai passé plusieurs entretiens. Ils m'ont dit qu'ils me retenaient pas parce que j'avais trop de charisme. Chaque fois que j'avais des hommes en tant que patron, à chaque fois, j'ai eu des soucis, soit de harcèlement, soit de propositions déplacées. Il y a un garçon qui s'est retourné sur moi, mais qui était avec sa copine. Sa copine m'a insultée comme si je l'avais provoqué. On me dit que je suis inaccessible, alors que... Et quand on me parle, on me dit « Ah, mais tout ce qu'on fait, t'es sympa. » Ouais, enfin, c'est bon. Vous devez vous libérer de ça à un moment donné. Je suis ici pour ça. Oui, mais vous verrez, ça va vous aider. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présentes sur ce plateau. Les femmes que je reçois aujourd'hui ont entre 23 et 63 ans et ont tout un point en commun, celui d'être belles. Rien de grave, me direz-vous. Mais avec les années, cette beauté est devenue pesante et elles doivent composer au quotidien avec la jalousie des autres femmes et les regards déplacés de certains hommes. Aujourd'hui, mesdames, si vous deviez résumer en un mot votre histoire, quel serait-il ce mot-là? Chantal. Eh bien, moi, si je devais résumer mon histoire, c'est très simple. J'ai eu 63 ans avant-hier. Les hommes continuent, quand j'en rencontre, de me dire que je suis belle, désirable, sexy. Mais j'ai toujours pas trouvé l'amour. Il n'y a rien à faire. Ah bon? Toujours seule. Emmeline. Oui. Pour résumer mon histoire, on me donne l'apparence d'une fille que je ne suis pas. Une fille facile, hautaine, débile, méchante. Alors que ce n'est pas le cas du tout. Et vous, Maude? Pour ma part, c'est de ne pas réussir à mettre l'intérieur avec l'extérieur en accord, en fait. À mettre quoi? L'intérieur, Oui. donc mon être, Oui. avec mon paraître. D'accord. On va réussir à être dans l'axe et de concilier les deux. J'aimerais que l'être soit plus important que le paraître. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, nos invités ne supportent plus qu'on les réduise à leur physique. Et juste après, dans l'histoire continue, vous retrouverez Richard Taxi ainsi que Cynthia qui nous diront ce qu'ils sont devenus depuis leur premier passage dans notre émission. Mais d'abord, commençons avec la première partie, cette étiquette qui me colle à la peau. Et nous allons saluer Chantal. Chantal, vous nous l'avez dit vous-même, vous avez 63 ans et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous êtes une très belle femme. Merci. J'ai envie de vous dire, quelle chance quand même d'être une belle femme. Je pense, oui, que c'est une chance. C'est ce que je dis souvent, d'ailleurs. Parce que c'est vrai que toutes les femmes de mon âge n'ont pas la chance de conserver une certaine ligne. Bon, j'ai mon âge, j'ai des rides, j'ai pas peur. Mais bon, des fois, je me dis quand même qu'il y a des femmes qui sont moins jolies, qui sont certainement plus heureuses. Alors, vous dites, paradoxalement, que votre beauté est presque devenue pesante. Oui. Oui, c'est devenu pesant parce que certaines relations, faites de nombreuses relations, j'entends toujours les mêmes choses. Qu'est-ce que vous entendez? T'es belle, t'as un beau corps, t'as la peau douce. C'est toujours que du physique. C'est pas... t'es une femme intelligente. Je pense que je suis pas trop bête quand même. Vous voyez, des choses côté cœur. Des choses qui touchent notre personnalité. Et non pas toujours ce corps, ce physique. C'est tout le temps... Et ça vous est jamais arrivé?
De m'entendre dire que j'étais intelligente? Oui. Si, Ah bon, quand même, vous l'avez déjà vécu. par les femmes. Par les femmes. Alors, à quel moment vous vous êtes rendu compte du charme que vous dégagiez? Alors, je m'en suis rendu compte quand je suis commencé à sortir, comme toutes les jeunes filles à notre époque, 16, 17 ans. Donc dans les boîtes, parce qu'on avait des boîtes sympas à cette époque-là. Hein. On pouvait C'est aller vous danser. sur cette photo? Non, c'est trompé de photo, là. Alors là, oui, là c'est une photo, en fait, quand j'ai commencé à travailler, Et c'est vous. et c'est moi. Vous étiez brune. Et oui. Ah bon. Comment les garçons vous abordaient à l'époque? Bah écoutez, Là, vous aviez l'air d'une intellectuelle. Hein. pas du tout. Ah bon? Oh non, on m'appelait la sauvage. Ah bon? Oh non, pas du tout. Non, Pourquoi non. la sauvage? La sauvage parce qu'on me disait souvent que j'avais un regard assez noir. Et il y a beaucoup de garçons qui n'osaient pas venir m'inviter. Ils envoyaient les copains. Alors je disais, mais s'il veut venir danser avec moi, il n'a qu'à venir le demander. Non, tu l'intimides. Voilà, c'était... et quand je dansais, voilà... c'était Bon, une à belle l'époque, fille. vous aviez un fiancé? Oui. De quel âge? Bon, je crois qu'il devait être un petit peu plus âgé que moi. Ouais. Quoi? C'était pas sérieux. Ah bon. Non. Vous étiez amoureuse de lui? Non. Il vous disait qu'il vous trouvait intelligente? Non. Belle, comme d'hab. Ça commençait. Bah, c'est déjà pas mal, hein? Oui, oui, mais bon, à l'époque, ça me saoulait pas. Hein. D'accord. Alors, vous êtes entrée dans le monde du travail et là aussi, vous avez pris conscience de l'impact que vous pouvez avoir votre apparence physique. À quel genre de Ouais. situation avez-vous été confrontée? Bah écoutez, je vais vous dire honnêtement, Sophie, ça a été en fait chaque fois que j'avais des hommes, on va dire, en tant que patron. Heureusement, ça n'a pas été trop souvent. À chaque fois, j'ai eu des soucis soit de harcèlement, soit de propositions déplacées. Il n'y a que quand j'avais des patronnes femmes que je n'étais pas embêtée. Donc, Voilà. Comment vous y répondiez à tout ça? J'ai jamais rien accepté, jamais rien admis, et je me suis toujours heurtée à ce genre de situation. Je peux dire aujourd'hui que je suis fière de ma conduite quand même. Et ça vous a valu des soucis professionnels? C'est-à-dire que. Bah, ils j'ai se dû sont démissionner, vengés hein, j'ai dû démissionner 2 fois pour qu'on me laisse tranquille. Et Alors là, vous aviez quel âge sur cette photo-là? ah oui, là j'avais 14 ans. Vous étiez prête à croquer la pomme. Oui, 14 ans, vous aviez 14 ans? 14-15 ans, oui. Alors, vous avez connu plusieurs hommes au cours de votre vie. Quels sentiments aviez-vous dans les bras de certains d'entre eux? Ben, ce sentiment d'après leur dire, leur murmure, voilà, c'était le sentiment d'être aimée que pour ce que je suis physiquement, vous voyez? Et ça m'a suivi tout le temps, ça. Ça m'a suivi tout le temps. Dans les bras d'un homme, j'ai entendu des mots agréables, des phrases agréables, j'en conviens. Mais j'ai pas ressenti qu'on m'aimait pour moi, mais uniquement pour ce que j'étais. On vous disait quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous entendiez? Alors, j'entendais... alors d'abord, moi maintenant, hein, j'ai quand même 63 balais. T'as un beau corps, t'es bien faite, t'as pas de graisse, t'as des beaux seins, t'es belle, t'as des beaux yeux, voilà. Toujours, C'est vous, là? oui, Ah, là, vous étiez devenue blonde, alors. oui. Mais il y a plein de femmes qui sont en train de vous écouter et qui se disent, mais quelle chance d'entendre des choses pareilles. Il y en a plein qui adoreraient entendre ça. Oui, bon, certainement. Je pense que j'ai eu de la chance. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Alors après, est-ce que vous avez J'ai eu de la essayé de leur chance. montrer autre chose aux hommes que vous fréquentiez? Oui, je pense que j'ai essayé quand même. Oui, j'ai essayé. Et comment vous expliquez que ça n'ait pas fonctionné? Je ne sais pas. Vous êtes sûr que vous avez bien essayé? Je ne sais pas, oui. Alors les hommes n'étaient pas les seuls à vous juger uniquement sur votre physique. Les femmes ont parfois été dures avec vous. Ah oui, Les femmes alors. sont parfois jalouses. Oh! Alors quel souvenir Oui. vous a marqué particulièrement? Alors, le souvenir qui m'a marqué le plus particulièrement, c'est lors d'une séparation. Hein.
j'ai perdu contact du fait qu'il y a eu un éloignement géographique. J'ai perdu contact avec pas mal de copines. Et bon, je regrettais un peu parce qu'on se retrouve un peu seul après une séparation quand même. Et j'ai pu discuter avec l'une d'entre elles qui m'a simplement dit « Bah écoute, au moins maintenant, tu leur fais plus d'ombre. » Vous trouvez ça comment, vous, Sophie? Tu leur fais plus d'ombre. À qui? Je leur faisais plus d'ombre aux autres femmes. Il y en a une qui m'appelait Beauté, bon, qui était gentille, mais je veux dire, quand on est séparés, on a envie de conserver des relations. Mais de s'entendre dire ça, je sais pas, ça, c'est choquant. Moi, ça m'a choquée. De m'entendre dire, bah, comme ça, tu leur fais plus d'ombre. D'un air de dire, leur mari, peut-être ils vont peut-être moins te regarder aussi. Vous voyez? Je vois. Alors, on va saluer Frédéric. Bonjour, Farivou, Sophie. qui va nous éclairer. Comment vous réagissez à l'histoire de Chantal, Frédéric? Je pense qu'elle est représentative de ce que peuvent vivre certaines femmes belles qui peuvent vivre parfois leur beauté comme un handicap dans le sens où elles suscitent beaucoup de jalousie, beaucoup de préjugés aussi sur les femmes belles qui seraient moins intelligentes, qui seraient plus superficielles. Et c'est vrai que dans la relation aux autres, elles vont plus être considérées comme des objets, comme des trophées. Et souvent, comme la beauté peut intimider certains hommes qui ont moins confiance en eux, mais ceux qui oseront s'approcher, ce seront ceux qui auront plus tendance à s'en servir justement comme des trophées ou comme de faire valoir. Donc d'avoir face à elles des hommes plutôt manipulateurs et qui chercheront à utiliser leur beauté. Ce qui fait que parfois elles ont du mal à rencontrer le bon compagnon, qui peut-être une personne qui aurait été attirée par elle, mais qui n'aurait pas osé se lancer dans la relation. Vous avez l'air émue en écoutant Frédéric? Oui, je suis émue parce que ça reflète bien ce que je ressens quand je fais un bilan sur moi-même, que je réfléchis. Et ça me rassure, ce qu'elle me dit. Est-ce que vous n'avez pas essayé de... Je sais pas, est-ce que vous faisiez attention à vos tenues vestimentaires, justement, pour ne pas... Oh oui, et plus je vieillis, pire c'est, en plus. C'est-à-dire ? Parce que, par exemple, bon, je prends beaucoup de temps au niveau de la toilette, surtout le week-end, quand je ne travaille pas. Donc, je peux passer du temps de la racine des cheveux au bout des ongles des orteils. Ça doit être nickel, partout. Donc, il y a ça. Et puis, la tenue vestimentaire, c'est... je dois toujours être habillée... pour moi, classe. Donc, ça va être, même si c'est un jean, ça va être agrémenté de ça. Oui, donc j'ai toujours besoin de perfection, si vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que vous avez essayé d'être moins féminine dans votre manière de vous habiller, peut-être plus masculine, justement, pour moins attirer les regards. Oui, j'ai essayé. Mais ça reste parce que j'entends des choses quand même... qui me rappelle toujours le même sentiment, même en jean. Alors bon, je me dis... Oui, mais je crois qu'à un moment donné, il faut aussi apprendre à se détacher du regard des autres, du jugement que les autres peuvent porter sur nous. Parce que, en fait, vous êtes piégé par ça. C'est-à-dire que vous souffrez du fait que les autres ne vous voient que par rapport à votre beauté physique. En même temps, vous y consacrez beaucoup de temps. Oui. Donc, ce serait peut-être aussi de lâcher un peu prise par rapport à ça. Ça ne veut pas dire se négliger, mais que ce soit moins important d'être parfaite. Et puis, peut-être de plus se tourner vers les autres, et à exprimer d'autres choses de votre personnalité. Pas que vous exprimez ce que disait Sophie, c'est-à-dire est-ce que vous avez cherché à montrer aux hommes d'autres facettes de votre personnalité? Parce qu'effectivement, on n'existe pas qu'avec son physique. Oui, parce que malgré tout, il m'est quand même arrivé d'entendre me dire que j'étais quand même une femme intelligente. Au niveau du travail, j'ai quand même un poste, comment je vais dire, qui demande autre chose que d'être belle. Donc... Mais l'important, c'est que ce soit vous qui pensiez... c'est pour mon bien-être, moi j'ai besoin. J'ai besoin de m'occuper de moi, j'ai besoin de me sentir bien. C'est pas forcément pour les autres, vous savez. C'est pour moi aussi. Mais bon, je ne sais pas si je changerai à 63 ans. Emeline, bonjour Emeline. Bonjour. Vous êtes vous aussi une femme ravissante, mais vous n'avez pas toujours été aussi à l'aise avec votre corps.
Combien de kilos pesiez-vous il y a encore 2 ans et demi? Je pesais 25 kilos de plus. En quoi cette nouvelle silhouette est-elle devenue un poids au quotidien? C'est-à-dire le fait que vous ayez paradoxalement perdu 20 kilos. Comme je vous ai dit, on me prend beaucoup pour une fille facile, une fille hautaine, une fille méchante. Et au final, on ne creuse pas pour vraiment découvrir ce qui se cache en dessous, la personnalité, ce que je suis vraiment au final. Alors vous diriez que votre corps a changé et que les regards extérieurs aussi? Oui, tout à fait. Avant, j'étais la bonne copine pour les garçons. Ils me disaient clairement qu'ils ne se mettraient pas avec moi par rapport à mon surpoids, que j'étais une fille gentille avec un grand cœur, adorable, tout ça, mais que le physique les bloquait en fait. Alors on va remonter quelques années en arrière. À quel âge est apparu votre surpoids? Vers l'âge de 10 ans. Vous étiez quel genre de petite fille? J'étais assez réservée, renfermée sur moi-même. J'étais un peu dans mon monde parce que voilà, j'étais dans un corps que j'appréciais pas du tout en fait. J'étais moi-même intérieurement mais pas extérieurement. C'était vraiment un poids. Vous subissiez des moqueries? Oui, bien sûr, à l'école, surtout que les enfants sont très méchants entre eux. Donc oui, bien sûr, les moqueries, c'était chaque jour, c'était à ce niveau-là, oui. Alors votre maman était très coquette et l'univers de la beauté vous attirait. Et donc c'est sans surprise qu'à l'âge de 16 ans, vous vous êtes dirigée dans ce domaine. Vers quelles études vous êtes-vous tournée? Je me suis dirigée vers l'esthétique, la bioesthétique. Donc c'est quoi, pour devenir esthéticienne? Oui, tout à fait. Donc ces cours d'esthétique vous ont-ils permis de reprendre confiance en vous, comme vous deviez l'espérer? Parce que par la force des choses, évidemment, les filles en esthétique vont jusqu'à sortir le sac aux chaussures. Et bon, même pour les clientes, même les filles entre elles, je ne pouvais pas venir en training, quoi. C'était sinon les regards de travers. C'est vrai que dans ce domaine, c'est assez compliqué d'être un garçon manqué. Donc j'ai vite changé ma façon de m'habiller. Je suis devenue un peu plus coquette aussi. J'ai commencé à me maquiller, tout ça, quoi. Ça se passait comment avec les garçons? Bien, mais enfin ça allait mieux, mais j'étais toujours aussi grosse en fait, donc il y avait toujours ce blocage qui était là. Je ne sais pas si c'est par honte des copains, du regard des autres, mais non, ça les arrêtait vraiment, ça les bloquait totalement en fait. Et quand même, vous avez trouvé l'amour, et à l'âge de 22 ans, vous vous êtes métamorphosée physiquement. Est-ce que vous avez eu un déclic en particulier? Non, pas vraiment. Bon, je pense comme toutes les femmes qui sont en surpoids, j'ai essayé plein de régimes, que j'ai jamais réussi d'ailleurs. Et j'ai travaillé en restauration. Et à force des heures, les plats qui passent, tout ça, on a envie de moins manger et tout ça. Donc j'ai perdu 25 kilos en 2 mois. Comme ça? Oui. Sans faire de régime particulier? Oui. Alors, peu de temps après votre perte de poids, vous avez mis un terme à la relation que vous viviez. Est-ce que le fait d'avoir changé de look et d'aspect physique a joué dans cette rupture? En partie, je pense, oui, parce que c'est mon ressenti. J'ai ressenti que forcément, on me regarde plus dans la rue, donc on me regarde plus, on me drague plus. Et il y a eu à un moment donné un manque de confiance vis-à-vis de moi par rapport à ça. Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien à partir du moment où vous êtes devenue mince? Déjà, au niveau de ma personnalité, j'étais plus ouverte, moins réservée, beaucoup plus sociable. J'avais moins peur de parler aux autres. J'étais moins de mon côté et c'est vrai que j'ai vécu la vie à pleines dents, quoi. Alors, depuis votre métamorphose, vous êtes une nouvelle Emeline, une jeune femme plus sûre d'elle et qui aime prendre soin de son apparence. Et si tous les regards sont aujourd'hui tournés vers votre plastique, c'est en partie à cause de votre nouveau métier. C'est ce que nous allons découvrir en images. Jeune, blonde, mais trop belle, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. Merci. Bruxelles, en Belgique. En 2 ans, Emeline a perdu 25 kilos. Aujourd'hui bien dans son corps, son physique est devenu sa raison de vivre. Coucou Marion, comment vas-tu? Ça va et toi? La jeune femme fait attention à elle dans les moindres détails. J'ai un gros souci, je me suis cassé un ongle. C'est très moche, oui, voilà. Merci. Institut de beauté, salon de coiffure, shopping, tout son budget est au service de son apparence. J'accorde quand même assez d'importance au physique et surtout au fait de prendre soin de soi. Parce que je pense que quand on est une femme, c'est important. Pour se sentir bien dans sa peau, pour se sentir féminine
et pour être bien autant dans son corps que dans sa tête en fait. Ça va, ça te plaît? Résultat magnifique comme d'habitude. Merci beaucoup. À bientôt, bonne journée. Emeline n'a pas toujours pris soin à ce point de son apparence. Coucou Bibi. Ça va? Ça va et toi? Ça fait plaisir de te voir. Celle qui la connaît mieux que personne, c'est Céline, son amie d'enfance. Et elle se souvient très bien du mal-être de sa copine à l'époque de ses kilos en trop. C'est pas vrai. Oh mon Dieu. C'est à combien de temps ça? Ouais, c'était il y a quelques années quoi, quand tu... Regarde celle-là. Ah ouais. Oh, t'as bien changé depuis. Hein. Emeline a longtemps considéré son corps comme un fardeau. Sa jeunesse lui laisse un goût amer. L'école, tout ça, c'est quand même des années de notre vie qui sont assez importantes. Et par rapport à ça, j'ai l'impression que mes kilos en plus les ont gâchés, en fait. Parce que j'étais enfermée dans mon monde. Ouais, parce que j'étais pas heureuse tous les jours. Ça arrivait souvent que je sois en pleurs, que je rentre de l'école, que je sois pas à l'aise. Moi, je me rappelle. À cause des moqueries des autres, voilà. Attends, je sais pas si tu te rappelles, tu venais en Garçon training, manqué, garçon manqué. T'étais vraiment la meuf, limite un mec, un pote, quoi. Moi, je me vois comme ça, je me dégoûte, en fait. C'est peut-être triste de dire ça, mais j'arrive pas à m'assumer quand je vois ces photos. J'arrive pas à assumer cette période de ma vie, en fait. Je sais qu'elle en fait partie pour autant, mais... Aujourd'hui, Emeline a tourné la page. Avec sa nouvelle silhouette, elle a le sentiment de prendre une revanche sur la vie. Coucou. Allez, salut Bibi. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Ça va, prête pour le shooting? Son physique est même devenu son outil de travail. C'est bon? Comme ça va? Ouais, tu le vois c'est pas mieux. trop? Voilà. C'est parti. 1, 2, 3. Bien ça. 4. Bien. 6. Nickel. Bouge pas. Elle se donne 6 mois pour réussir en tant que modèle photo. Celle-là, j'aime beaucoup. Ouais. Celle-là, j'aime bien aussi. Jusqu'à aujourd'hui, je suis assez fière de moi, de mon parcours et de mon évolution surtout. Je sens qu'elle a un truc en elle, donc je la pousse pour aller dans cette direction. Tip-top. Si aujourd'hui Emeline ne subit plus les moqueries des autres, elle a en revanche le sentiment que son image ne reflète plus du tout sa personnalité. Être belle, ce n'est peut-être pas si facile. Pour le savoir, nous avons confronté Emeline au regard des hommes. Je trouve que cette fille est très provocatrice, tout d'abord, et elle tape à l'œil. Vu son style vestimentaire, on pourrait la prendre pour une fille facile en fait. Il a raison. Je ne l'aborderai pas dans la rue de peur de ramasser un gros vent. Je trouve que cette personne est plutôt élégante. J'aime la façon dont elle t'habille. Emeline ne s'était donc pas trompée. Être une belle femme n'est pas toujours facile car justement on peut se faire siffler dans la rue, avoir des propositions indécentes comme j'ai pu le dire ou même avoir des réflexions désagréables ou dégradantes. Maintenant que j'ai maigri, j'ai l'impression qu'on voit que mon physique. C'est ça qu'en fait ma personne se résume à un physique et dit qu'avant c'était le contraire. Ma personne se résumait qu'à une personnalité. Mais de là à dire que je suis une fille facile, je suis pas d'accord. Alors, cela dit, vous faites tout pour que votre image se réduise à votre physique quand même. Comme la dame ici, je pense que oui, c'est important. C'est une revanche en fait. Je pense ça plus comme une revanche. Ouais. Oui, parce qu'avant, c'est un physique que je ne pouvais pas mettre en avant. Ouais. Qu'aujourd'hui, Et vous pourriez peut-être trouver un style qui soit moins féminin, des jupes moins courtes, etc. Je veux dire, vous êtes tellement sexy, habillée comme ça, qu'il est logique qu'on vous... Enfin, qu'il n'est pas logique, mais qu'il est possible qu'on vous prenne pour une fille facile, voilà. C'est à ce moment-là que je me dis que ces personnes sont au final inintéressantes parce que c'est des personnes qui ne s'intéressent pas réellement à moi. Donc c'est des personnes que je vais mettre de côté directement. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être Chantal avant Frédéric? C'est une fille adorable et je pense qu'elle a raison de penser qu'on peut la voir autrement qu'à travers son physique. Parce que c'est une liberté d'expression aussi, sa tenue vestimentaire. Peut-être que comme elle est jeune, elle peut se permettre. Peut-être qu'en avançant dans l'âge, elle rallongera les robes comme moi. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, un petit conseil quand même, comme Sophie dit, pas trop court. Parce qu'aujourd'hui, les esprits sont peut-être un petit peu plus tordus qu'avant, non?
Je sais pas moi, mais Non, c'est je peut-être pense- pas une question de cours Je dis ou de pas peut-être, cours, hein. c'est une J'ai question pas dit, hein, j'ai dit Qu'est-ce que vous peut-être. pensez, Frédéric? Je pense que Emeline a encore un problème d'image d'elle-même. Et ça me touche de la voir passer effectivement de quelque part une image extrêmement négative de vous-même, de rejet de votre image. Et puis là, vous êtes en train de vous réapproprier avec peut-être aussi avec un peu de maladresse. Vous cherchez en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Et vous cherchez à réparer toute cette souffrance qu'il y a derrière ce Et les problème. années que j'ai perdues surtout, parce que Ouais. pour moi, c'est des années de perdues, parce que j'ai pas vraiment vécu comme j'aurais voulu vivre, en fait. Ouais, c'est ça. Mais là, du coup, mon sentiment, c'est que l'adéquation entre l'intérieur et l'extérieur, c'est pas encore ça. Il y a encore des ajustements à faire. Vous êtes jeune, vous avez aussi à peut-être moins afficher ostensiblement ce nouveau physique dont vous êtes fier. Après, voilà, il faut trouver le dosage. Pour l'instant, vous ne l'avez pas encore trouvé. C'est comme si vous étiez passé d'un extrême à l'autre, et puis que là, vous profitez à fond de ce nouveau physique. Et après, les choses vont se réajuster. Ce sera plus tranquille à l'intérieur. Pour l'instant, vous avez tellement à réparer que vous y allez à fond. C'est vrai. Et peut-être... En d'autres termes, vous pouvez vous permettre peut-être d'être moins maquillée, d'avoir des robes moins moulantes, d'avoir des talons moins hauts et des cheveux moins blonds. Mais si je peux me permettre, pour moi, c'est pas une question de tenue vestimentaire. Pour moi, c'est l'attitude qui est importante. Parce qu'il y a des filles qui sont très couvertes, qui sont habillées tout à fait normalement, et au final, qui sont beaucoup moins saintes que nous. Donc, j'ai envie de dire, je pense que c'est plus l'attitude qui est importante que la tenue vestimentaire. Ouais, mais en général, les gens, ils vous jugent parfois, je ne dis pas que c'est bien, mais ils vous jugent parfois dans un regard. C'est vrai. Non, mais je pense qu'Emeline, elle est en train de trouver son chemin. Pour l'instant, elle se cherche. Oui. Bonjour Maude. Oui. En quoi le témoignage d'Emeline fait-il écho à votre propre histoire? Par rapport au regard des gens sur elle, mais je suis quand même à l'opposé d'Emeline, moi, parce que je fais vraiment tout pour passer inaperçue, en fait. Voilà. Vous habillez toujours en noir? Toujours en noir. La seule chose que je m'accorde, c'est le vernis et les talons. Voilà. Et le quoi? Le vernis et les talons, voilà. Parce que et pas tous les jours. Sinon, en général, vous n'êtes pas maquillée? Très, très peu. Quelle phrase avez-vous entendue depuis que vous êtes jeune et qui aujourd'hui vous êtes devenue insupportable? Tu as de la chance, tu es belle. C'est vrai, a priori c'est plutôt une chance dans la vie. Oui, c'est une chance. Sauf que quand on vit des choses difficiles dans la vie, je ne vois pas à quoi ça sert en fait d'être jolie. Vous avez rencontré plusieurs hommes. Qu'est-ce qui est rapidement devenu problématique avec certains d'entre eux? Alors, pour certains, ça a été la jalousie, la possessivité. Il ne fallait pas que je mette de jupe, pas de décolleté, voilà. Et pourquoi? Parce qu'ils trouvaient que les hommes avaient des regards qui traînaient sur vous? Tout à fait. Et moi, pour plus de tranquillité, voilà, je faisais. D'autres avaient une attitude totalement différente à votre égard. Comment se comportaient-ils? Alors, c'était au plus on me voyait, au mieux c'était. Voilà, il fallait que je sois toujours impeccable, toujours jolie. Ils m'embrassaient même, devant certains hommes qui pouvaient me regarder, ils m'embrassaient. Ils faisaient exprès en disant c'est moi qui suis avec et pas vous. À quel moment finalement vous sentiez-vous vraiment vous-même? Enceinte. Pendant mes grossesses, donc j'ai 3 enfants, j'ai grossi énormément. Et là, je me suis sentie, mais... Vous aviez pris combien de kilos? À ma dernière, 26. En fait, on fait entre 23 et 26 kilos. Voilà. Donc avec les années, votre apparence physique est devenue une charge trop lourde à porter et certaines situations n'ont fait qu'accroître ce sentiment. Dans quelles circonstances, par exemple, votre silhouette avantageuse a-t-elle joué en votre défaveur? Alors là, tout de suite, côté professionnel, j'ai passé plusieurs entretiens. Un où j'ai été recrutée pour démarcher des salons de coiffure. Donc mon entretien s'est passé avec 2 hommes. Un d'eux m'a dit clairement ne le prenez pas mal, vous êtes une jolie femme. Quels sont vos rapports avec les femmes? Donc moi je dis simple en fait, ils sont simples j'ai un rapport simple aux autres. Et il me dit oui, ça c'est quand vous avez franchi la barrière de la parole. Mais il dit quand on vous voit comme ça, voilà, il avait des doutes. Donc en fait ils m'ont dit qu'ils ne me retenaient pas parce que j'avais trop de charisme. À l'inverse, est-ce que votre apparence ne vous a pas donné quelques coups de pouce au quotidien? Si.
J'ai obtenu un prêt une fois alors que mon compte était à découvert. Donc j'étais dans le bureau du banquier et je lui demande un prêt et il me dit c'est pas possible, votre compte est à découvert. Donc je lui dis ah bon. Il me dit écoutez, ce qui se passe là, c'est voilà, vous en parlez pas. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a crédité mon compte avec je sais pas quel argent. Donc il a fait la demande de prêt et ça a été accepté. Il vous a invité à dîner ? Presque. Je dirais qu'en partant, il m'a remis sa carte, il m'a serré la main longuement en me disant j'espère qu'on se reverra dans d'autres circonstances. Donc, voilà. Vous l'avez revu ? Non. J'ai eu mon prêt, c'était très bien. Frédéric, est-ce qu'on peut parler de discrimination quand on est trop belle ? Ça arrive, et notamment dans le milieu professionnel. Là, il y a une étude récente qui est sortie là-dessus et qui a montré qu'effectivement, à compétences égales, une femme plus jolie, mais vraiment comme Maud, ouvertement plus belle, pouvait ne pas être retenue. Souvent, quand c'était des recruteuses et quand il y avait une possibilité de travailler avec d'autres collègues féminines qui pouvaient susciter trop de jalousie. Donc effectivement, il peut y avoir une réelle discrimination, mais comme dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que la beauté peut ouvrir aussi des portes. Donc, ce sont les extrêmes, en fait, qui créent de la discrimination. La véritable laideur ou la grande beauté crée véritablement les mêmes rejets et le même isolement pour la personne qui, effectivement, se retrouve dans une situation où elle est différente. Il y a ça, puis il y a aussi des harcèlements, ça, certainement. Tout à fait. Oui. Vous avez dû connaître. Alors, vous nous direz tout à l'heure où vous en êtes aujourd'hui et nous découvrirons également le témoignage de Nadia qui est installée face à nos invités dans la seconde partie de notre émission. Ce sera juste après ces quelques bandes annonces. Vous aussi, vous pouvez venir témoigner sur notre plateau. L'homme que vous aimez est marié et vous aimeriez qu'il quitte sa femme pour pouvoir enfin vivre votre histoire au grand jour. Vous avez lancé un ultimatum à votre amant. S'il ne quitte pas sa femme, c'est vous qui partirez. Votre amant est un habitué des belles promesses. Avec le recul, vous vous demandez comment vous avez pu y croire. Vous avez mis fin à votre liaison car votre amant ne quittait pas sa femme et vous vivez mal cette séparation. Ou à l'inverse, c'est un soulagement. Pour vous, être la numéro 2 n'a que des avantages. Vous ne voudriez pour rien au monde qu'il quitte sa femme. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de Toute une Histoire. Fascinant, cette nouvelle bouteille transparente. Vous vous souvenez certainement de Richard Taxi, ce comédien haut en couleur. Nous étions chez Bouvard ensemble. Vous, Richard, vous jouiez quoi? Bon, l'espèce de personnage un peu loufoque qui avait un petit problème de prononciation, il parlait comme ça tout le temps. C'est peut-être pour ça que je fais de la pub maintenant, je sais pas. 4 ans après son passage dans Toute une Histoire, qu'est-il devenu? J'en peux plus. Chut, quoi, chut? Ah oui, Victor. La réponse, tout à l'heure, dans l'Histoire continue. Oh, Victor, ah oui. C'est la suite de notre émission. Les femmes que je reçois aujourd'hui sont belles, mais elles en souffrent. Leur physique attrayant est devenu un obstacle dans leurs relations sentimentales comme dans leur vie sociale. Et nous allons à présent découvrir le témoignage de Nadia. Bonjour Nadia. Pour quelle raison êtes-vous installée face à nos invités? Moi aussi, par le passé, j'ai été belle. Et maintenant, j'avoue sincèrement, je vais avoir 62 ans. Maintenant, le poids des années est vraiment difficile à porter, vraiment. Alors, on va remonter dans le temps pour mieux comprendre la naissance de votre mal-être. Quel était votre rêve quand vous étiez plus jeune? Mon rêve, c'était d'être danseuse, ballerine. J'ai commencé la danse à 6 ans. De la danse classique? Oui, à l'école. Vous avez pu aller au bout de ce rêve? Tout à fait. Après, j'ai intégré le Grand Théâtre à Bordeaux et je suis allée jusqu'à 16 ans, presque au corps de ballet. Voilà, bon là c'était un petit peu plus jeune. Et malheureusement, avec une poitrine... Comment s'appelait votre prof? Comment? Comment il s'appelait votre prof? Il s'appelait Monsieur Arelli, c'était rue Saint-Rémy. Je prenais également des cours et au Grand Théâtre de Bordeaux, Marielle Olivier. Oui. Donc avec une poitrine aussi avantageuse, malheureusement, c'était pas compatible avec une ballerine en tutu.
Voilà, d'ailleurs, j'ai toujours gardé cette poitrine et à cause que je n'ai pas voulu me faire opérer, j'avais peur à l'époque, j'ai raté donc le métier de ballerine. Voilà. Mais vous aviez une jolie poitrine. Oui, justement, cette poitrine, aux yeux de tout le monde, m'a dit, puisque c'est avantageux avec une taille assez mince, pourquoi tu n'essaierais pas de faire Miss? Oui. Alors, comme j'avais un caractère bien trempé, j'ai commencé à faire Miss Majorette. Miss Majorette, ça existe ça, Miss Oui. Majorette? Miss Majorette, j'ai gagné le concours Miss Majorette de France à Nice, où il y avait Monsieur de Fontenay, justement. Et ensuite, bon, après... c'est Monsieur Fontenay qui gérait Miss Majorette aussi? C'est ça, il faisait partie à Nice. Et ensuite, j'étais pas douée pour le bâton parce que j'étais vraiment très myope. Alors quand je le lançais, ça me tombait sur la tête. Ah, on dit douée pour le bâton. Oui, le bâton de Majorette. Oui, douée parce qu'il y a le lancer. Il faut que ça retombe au bon endroit. Mais c'est pas une expression. Oui, le bâton de Majorette. À l'époque, ils n'étaient pas illuminés, fluorescents comme ils sont maintenant. C'était carrément un bâton. D'accord. Voilà. Donc vous n'étiez pas douée pour le bâton. Voilà, du tout. Mais j'ai enchaîné donc les élections. D'abord Miss Soulac. Ensuite, Miss Côte de Beauté. Miss Soulac, c'était habillé quand même, oui, rassurez-moi. Une pièce, parce que Madame de Fontenay, bien sûr, veillait toujours. Ensuite, Miss Côte de Beauté. Ensuite, Miss Côte Basque, Miss Bordeaux. Et pour finir, première dauphine. Vous faisiez toutes les régions. Vous aviez le droit de vous présenter dans toutes les régions? Parce que je suis une famille, on est 13 enfants. Je n'avais pas du tout l'occasion de voyager. La seule solution, c'était mon papa qui était donc dans le cinéma, enfin son oncle. Il disait, il n'y a pas quelqu'un de la famille, donc il va encore faire quelque chose avec tous ses enfants. Donc peut-être que j'étais promise à ça. Et donc, bon, après ces élections, première dauphine de Miss France en 71, là, Madame de Fontenay et Monsieur de Fontenay, donc, m'ont fait faire 2 ans de tournée. Et bien sûr, là, ça m'a ouvert les portes. Sésame, ouvre-toi. C'est le cas de dire. Et j'ai enchaîné, bon, après des spectacles, parce que j'étais quand même assez douée pour danser. Danse orientale, danse brésilienne. J'ai intégré des orchestres, des grands orchestres aussi de la région qui permettaient de partir. De quelle région? Parce qu'on ne sait plus où on en est là. Bordeaux, on ne sait plus si on est au Pays Basque. À Bordeaux, mais je partais donc aux 4 coins de France avec les grands orchestres, voilà, où je chantais, je dansais. Ensuite, j'ai intégré des troupes et ensuite j'ai un danseur métis parce que j'ai une attirance pour le métissage et donc les danses cubaines, enfin toutes ces danses. Et voilà, donc c'était très très agréable, effectivement, de pouvoir avoir tout ce public et puis garder donc surtout... vous êtes régalée avec votre physique, vous en avez vraiment profité. Oui, on peut dire. Alors, dites donc, là je vous vois avec Claude François. Claude François, en général, avait un faible pour les blondes, tout le monde le sait. Ouais. Mais comme donc, mon papa donc, avait des enfants indiens, mon grand malheur, c'était d'être né avec la peau blanche. Et j'ai dit, bon, je vais me mettre en indienne. Il m'a fait appeler à la caravane. Et avec le titre de beauté, ça permet d'être là, ce soir-là. Voilà. Et alors, il s'est passé quelque chose entre vous? Alors, il me dit, qu'est-ce que tu fais dans cet accoutrement? C'est un peu bizarre, parce qu'il faut dire qu'on ne voit pas les pieds, mais j'étais pieds nus, là. J'étais carrément pieds nus. C'était une petite robe à franges. J'étais douée pour customiser déjà les costumes. Mais je lui ai dit, mon grand malheur, c'est de pas être avec la peau mate, de ne pas être née comme ça. Mais il me dit, à part ça, qu'est-ce que tu sais faire à part avoir une banderole? J'ai dit, je sais danser. Ouais. Voilà. Et donc, alors je sais danser. Alors, je me souviens, il s'est mis en face de moi dans la caravane, puisqu'il m'avait fait appeler. Il m'a dit, écoute, si tu arrives à faire ça, donc un pas qu'il a fait devant moi, eh bien écoute, je te donne ma carte, tu pourras venir à Paris. Voilà. Et alors vous y êtes arrivé? Alors il m'a envoyé une petite carte, viens, sont ton fiancé la prochaine fois. Mais malheureusement, il n'avait pas le type gitan, enfin le type d'homme que j'aimais, donc j'ai fait une tournée, mais ça n'a fait que passer, quoi. Après, j'ai enchaîné d'autres spectacles avec les orchestres. Vous avez fait une tournée avec lui? J'ai eu la chance d'aller jusqu'en Suisse, mais malheureusement, il n'y avait aucune Claudette de malade pour pouvoir en remplacer une. Ah, vous étiez doublure de Claudette. Oui, si elle avait été malade. Mais entre-temps, comme j'avais ma vie... Vous leur avez pas versé un petit peu un truc dans le verre? Mais vous avez une relation avec lui? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Non, absolument pas. Mais l'important, il disait, Claude, c'est de participer. Donc j'ai toujours gardé ça en tête. L'important, c'est de participer. Il vous a impressionné? Ben oui, quand même, parce que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Vous l'avez vu se mettre en colère? Oui, un petit peu. Oui. Il passait les danseuses peigne fin, l'inspection, il ne fallait pas que le collant. Donc après, du coup, quand moi j'allais en scène, je regardais bien s'il n'y avait rien qui dépassait.
Alors, tout au long de votre vie, vous avez été en représentation à travers différents spectacles et vous avez rencontré beaucoup de succès auprès de la gente masculine. À quel moment tout ce passé vous a-t-il finalement rattrapé? Alors, très sincèrement, vers 45 ans, quand justement le visage a commencé un peu à marquer le temps. Là, ça a commencé déjà à être dur. Je continuais à danser. Mais je suis arrivée donc il y a 2 ans à mes 60 ans. Et là, j'ai réuni tous mes amis, une centaine d'amis. J'ai voulu faire une soirée costumée. Tout le monde s'était déguisé sous le signe des gypsies. Et donc, j'avais mes amis qui jouaient. J'ai entamé une petite danse flamenco et tout ça. J'avais une très belle robe rose. Et là, j'ai stoppé net. J'ai dit, non, ça ne le fait plus. Je me suis sentie très mal. Ensuite, j'ai visionné, bien sûr, la vidéo avec tous les invités autour. Et comme je suis myope, je me suis vraiment approchée avec ma grosse soupe. Je dis, non, c'est pas possible. Et là, ça a été le coup de massue. Je me suis dit, la vieillesse, là, c'est vraiment un naufrage. Là, j'en suis persuadée. Alors, donc, ça veut dire quoi? Que vous faites tout pour retarder les signes extérieurs de l'âge? Alors, très franchement, oui, je fais tout avec mes petits moyens du bord. Je suis une famille nombreuse, donc j'apprends. Alors, je mets du blanc d'œuf, des fois, pour arriver à tirer ces 2 rides du lion, là, que je ne supporte pas. Je mets également un petit bandeau très fin. Je serre tellement. Bon, alors, effectivement, le front, il est lisse, mais après, le soir, j'ai toute la marque dans le, dans le front. Et qu'est-ce que vous avez mis sur les cheveux pour qu'ils deviennent mauves comme ça? Oh là là, là, c'est un gros sacrifice. Comme je suis très myope, il faut absolument qu'on me voie, comme la reine-mère. Hein. Quand je traverse le passage clouté, les voitures s'arrêtent net. Au moins, je suis sûre que je ne me fais pas écraser. Mais la reine-mère, elle met un chapeau de couleur. Oui, mais justement, je mets des tas de couleurs, j'adore ça. Mais c'est surtout, effectivement, la reine-mère a dit, il faut qu'on me voie. Mais c'est vrai, quand on est myope, c'est dangereux, quoi. Bon, en plus, avec ce poids à porter, ça me fatigue psychologiquement. C'est tous les jours que je me dis, il va falloir que tu fasses quelque chose. Alors, effectivement, il y a les liftings, mais moi, je voudrais un lifting bluffant, parce qu'il y a aussi les ratés. Et là, c'est un risque à courir. Donc, j'y pense quand même, j'y pense sérieusement. Mais vous croyez que ça sert à quelque chose? Oui, je mets les cheveux devant, des fois une casquette. Oui, franchement, ça me pèse. Alors, en plus, avec la poitrine, ça me pèse très lourd. Ce poids à porter, c'est très, très dur. Mais c'est inéluctable. Oui, je sais, mais peut-être vous pourriez trouver un autre moyen d'exister et de paraître en dehors du physique. Oui, mais le fait que ces rides de lion me gâchent la vie, j'ai l'impression de ne pas voir en grand comme le monde est. Voyez, j'ai l'impression que si c'était plus lisse, je verrais la vie différemment. Franchement, ça me pèse. Frédéric. Oui, vous l'avez dit, le temps, il est inexorable. Donc c'est comme si vous luttiez contre quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas grand-chose. S'entretenir, c'est très très bien, mais vous êtes tellement centré sur vous que vous restez enfermé dans tout ça. Comme si ne plus avoir ces rides, ça vous rendrait vraiment heureuse. Je ne crois pas. Ce qui peut vous rendre heureuse, c'est d'arrêter de vous regarder vous et de regarder les autres, de regarder le monde et de découvrir d'autres joies dans la vie que de se regarder soi, c'est-à-dire partager, c'est-à-dire échanger, c'est-à-dire exprimer la femme que vous êtes dans ce qu'elle aime, dans la danse, dans des activités qui font que vous allez exister autrement qu'en essayant de retarder à tout prix quelque chose d'inéluctable. Mais aux 2 sens du terme, si je peux me permettre, je ne me vois pas net puisque je suis myope, je me vois flou. Et même quand je me vois un peu mieux, je trouve ça... non, ça passe pas. Regardez-vous, regardez l'autre dans l'échange. C'est ça qui nourrit, c'est l'échange avec l'autre. Bien sûr, je sais bien. Moi, j'ai envie de vous dire, tant mieux si vous êtes myope, comme ça, vous ne voyez pas les rides. Non? Non? Je les sens. Vous voyez, quand j'aurais quitté le plateau, ça se trouve, j'aurais une queue de cheval avec un bandeau. Regardez, si je fais ça, voilà. Là, vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique. Mais là, oui, mais regardez, là. C'est pareil. Oui, ça fait pleurer. Alors, des fois, je mets de la colle glue, même ça m'est arrivé. Je me suis même arraché la peau. Ah oui, j'ai tout essayé. C'est comme ça. Vous avez des yeux magnifiques. Je ne suis pas sûre que cette couleur violette les fasse ressortir. Ah, mais j'adore. Pour rien au monde, je changerais. Ah bon? J'ai été brune et après, en vieillissant, les cheveux noirs, c'est trop difficile à porter. Mais là, violette, j'aime bien. Si c'est absolument. Je ne veux absolument pas changer.
Peut-être un chirurgien plasticien qui viendra avec une baguette magique effacer quelques rides du temps quand même. Ça me ferait du bien. Et alors, avec les hommes, alors, ça se passe comment? Là, je leur fais peur. Pour quelle raison? Et puis d'abord, les hommes, j'ai une catégorie, je n'aime que les hommes presque jusqu'à 2 mètres de haut. Et voilà, la métissée, style Harry Roselmack ou Yannick Noah. Enfin, donc il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Alors, il faut aller dans les îles, prendre l'avion. Du coup, vous avez renoncé? Comment? Vous avez renoncé Mais aux hommes? C'est un petit peu compliqué. Quand on peut avoir une pièce montée, ben, on ne va pas se rabattre si on met la barre haute, vous voyez, sur... vous comprenez? Donc, plutôt que de rien avoir à mon goût, je préfère encore attendre. Mais je pense que quand j'aurai un peu... je ne serai pas comme ça, je pense que j'aurai peut-être le déclic. Vous voulez un homme beaucoup plus jeune que vous? Ah oui, absolument. Ah, vous ah êtes, oui, oh là là, absolument. Vous voulez un jeune? 50, pas plus, jusqu'à 50. Hein. Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes dans une illusion? Que la croyance que parce que vos rides disparaîtront, tout ira mieux? C'est une fausse croyance. Si je peux me permettre, quand Oui. je marche dans la rue, la bêtise des gens, justement, ils voient une silhouette, je me fais klaxonner, siffler, bon, ils ne savent pas du tout quel âge j'ai, et puis après, quand ils arrivent à voir mon visage, alors là, excusez-moi, c'est presque si je dis, vous voulez que je vous fasse la carte vermeille, je prends les transports, j'ai des gamins de 30 ans qui vont jusqu'au terminus avec moi. Oui, oui. Et si, voilà, si je veux m'en séparer, je suis obligée de leur dire, mais ça ne te dérange pas? Non, non, 50 ans, c'est très bien. Monsieur dans le public, vous mesurez combien? 1m80. Ah, bah est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Vous avez quel âge? 25 ans. Nadia. Nous avons d'autres spécimens, si vous voulez. Non, vous êtes trop jeune. Vous avez quel âge, vous? 18 ans? Non, trop jeune. Monsieur, vous avez quel âge? 39 ans. 39 ans. Vous mesurez combien? 1m95. Ah, 1m95. Nadia, vous le connaissez ou pas? Oui, je le connais, c'est un ami. Ah bon, ça doit être bon, vous êtes trop jeune. La quarantaine, trop jeune quand même. Trop jeune. Trop jeune. Ah bon, quand même, il y a quoi? C'est plutôt vers 50 ans? Mon fils va avoir 42 ans. Ah oui, d'accord. Donc il ne faut pas qu'il soit plus jeune que votre fils. Non, 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 surtout pas. Bon. Mais la grandeur, c'est très difficile à trouver. Les Tahitiens sont petits, les Asiatiques sont beaux, sont petits. C'est très, très difficile. Il n'y a pas beaucoup de pays où il y a des hommes de 2 mètres. Bon, il faut y aller peut-être en Afrique. Chez les Bushman, oui, oui. Oui, chez les Bushman. Oui. Au Sénégal. Bon. Très bien. Bon, et ben, écoutez, on va ouvrir à présent la deuxième partie de notre émission que nous avons intitulée « Au-delà des apparences ». Chantal, une réaction au témoignage de Nadia? Est-ce que vous êtes comme elle, vous feriez des liftings Non, je ne pense pas aller jusque-là. J'accepte le fait de vieillir. Oui. Ça ne me dérange pas. Ouais. Hein? Juste un petit complexe ici, mais on me dit « Oh, c'est pas bien méchant Ouais. ». Donc ça va. Non. Vous aussi, vous cherchez des hommes plus jeunes? Oh non. Surtout pas. Ah bon. Vous cherchez quel genre? Ah non, non. Alors, quel genre? Ouais. Quel genre vous aimeriez? Alors déjà, un homme qui voit autre chose en vous, en moi, déjà là, qui ait du charme et de la classe. Bon. Déjà, c'est déjà pas mal. Alors, la beauté, vous en moquez? Bon, non, je vais pas dire que je m'en moque non plus. Mais c'est pas, j'ai pas besoin d'un homme extraordinairement beau, non, pas du tout. S'il est non, très non, non. intelligent. Ah, s'il est très intelligent, mais il ne faut pas qu'il soit laid non plus. Hein. Ah bon, quand même. Quand même. Ça Vous va en pas êtes gazer. où? Hein. Il faut qu'il soit soigné. Ah, alors là, D'accord. ça c'est l'essentiel. Vous en êtes où dans votre vie personnelle aujourd'hui? Bon, écoutez, là, je me rends compte que je commence à fuir le regard des hommes. Je commence à les fuir. J'ai plus envie qu'ils me regardent. S'ils me regardent, j'ai même un regard méchant. Je crois que je perds la confiance et je me dis, bon, bah maintenant, je vais peut-être, comme vous disiez, peut-être penser plus à autre chose. Vous avez eu des histoires importantes? Oui. Alors, j'imagine que cette personne-là, vous aimez pour ce que vous êtes. Bah, j'ai cru, mais après la séparation, il y a des langues qui se sont déliées, n'est-ce pas? Ouais. Et alors, comme j'ai entendu, de toute façon, tu étais sa poupée. C'est vrai qu'il me disait, de toute façon, t'étais encore une fois la plus belle. Moi, non, mais vous aviez... Quand on pense à tout ça,
On se dit... Eh ben, mais c'est plutôt un compliment. Moi, ça me ferait plaisir. Trop, c'est trop, Sophie. Trop, c'est Vous trop. aussi, Frédéric? Mais oui, mais trop, c'est bah trop. alors, trop, c'est trop. Trop, Moi, c'est je sais trop. pas, j'ai pas dû l'entendre assez, Bah, alors, trop, à ce c'est moment-là. trop, Sophie. Trop, c'est trop. Ah oui, trop, c'est trop. Mais à vous de démontrer autre chose. Mais oui, à moi de démontrer autre chose. D'accord. Mais quand même, ce il que vaut je vais mieux qu'on faire, dise de vous, vous êtes je vais mettre jolie. des locks, que je vais laisser pousser des Non, cheveux mais C'est collants. pas ça, c'est démontrer mais autre chose. Comment? C'est pas ça, démontrer autre chose. C'est développer d'autres facettes Mais de soi. je l'ai fait aussi. Pas simplement le physique, on est une femme aussi dans ses relations amicales, on est aussi dans ses activités, dans les valeurs qu'on porte aussi, dans les choses qui sont importantes pour nous et pour lesquelles on peut s'engager. J'ai pas l'impression que j'ai pas fait ça. Dans l'humanitaire, par exemple. Franchement. Vous travaillez dans l'humanitaire. Je trouve, oui. Je travaille pas dans... Là, je travaille dans l'insertion socio-professionnelle. Ah bah, bon, c'est voilà. quand même... Bien sûr. Hein? Ouais. Ça fait 30 ans quand même, bon, que je travaille dans ce domaine-là. Qu'est-ce que vous faites pour... Est-ce que vous entretenez votre corps? Est-ce que vous avez des activités physiques? Je marche beaucoup. Ouais. Oui. Si je ne travaille pas et qu'il ne pleut pas des cordes, j'aime bien aller faire près de 10 km en marchant sur la mais plage. vous n'êtes pas du genre à aller dans une salle, à vous entretenir? Ah non, j'aime pas ça. Non, ça vous n'aimez pas. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, par contre. Hein. Qu'est-ce De que la vous faisiez? danse, du cheval, de l'athlétisme. J'en ai fait beaucoup. Alors, vous souhaitiez profiter de votre présence ici pour profiter des conseils de Frédéric. Et quelles questions aimeriez-vous lui poser? Mis à part le fait qu'elle a essayé de me faire comprendre qu'il fallait montrer autre chose et que j'ai pas l'impression de ne pas l'avoir fait. Oui. Je vous le répète, hein, honnêtement. Est-ce qu'il faut vraiment essayer que je prenne moins soin de moi et Non. que je me laisse aller? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? bah non. Parce que là, je elle peux est pas vous dire une habillée chose pareille. très- Vous je êtes suis très très bien sobre. simple. Vous êtes très bien. Non, il faut continuer à prendre soin de soi, c'est Oui. important, mais ne pas être obsédé par ça. C'est pas l'essentiel. On vous demande pas la perfection. Puis à un moment donné, vous voulez qu'on voit autre chose de vous. Donc c'est aussi vous décentrer votre regard de votre physique. C'est le regard que vous portez sur vous et arrêtez de penser que les autres ne vous voient que comme ça. C'est Donc, aussi je dois vous. arrêter de le penser? Oui. Et peut-être que ça va... Oui, oui. Parce qu'il faut que vous aussi, vous soyez persuadés que vous n'existez pas qu'à travers ce physique, que vous êtes une femme intelligente, que vous êtes une femme humaine qui travaille dans le domaine du social, qui a d'autres choses à montrer aux gens. Il suffit que vous en soyez convaincus. Mais c'est comme si vous n'en étiez pas pleinement convaincus que vous êtes ça aussi. Je vais peut-être faire rire, mais maintenant, peut-être que, vu que je viens d'avoir 63 ans, peut-être que ça a pu... Maintenant, je vais dire, je vais vers quoi, là? Vers les 70. Donc peut-être que je vais plus devoir me poser les questions. C'est idiot ce que je dis ou quoi? Non, 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 pas du tout. Mais c'est surtout... Parce que je vais arrêter de vous centrer là-dessus. Je vais vers le... Hein? Les 70, ils sont pas loin. Après... En fait, vous n'avez pas confiance en vous Non. du tout, en ce que vous pas êtes, confiance en en ce que vous êtes au fond de vous. C'est ça. C'est peut-être parce qu'on m'a trop fait comprendre... Parce que vous n'avez existé Parce que- qu'à travers cette beauté, mais si vous êtes convaincu que vous avez d'autres talents, Bien sûr. montrez-les. il n'y a plus de difficultés. Vous cherchez quel type d'homme? Alors, profitez de votre présence ici quand même, parce que si vous êtes là, c'est quand même peut-être dans l'espoir de rencontrer. Vous allez recevoir du courrier, c'est évident. Ah oui, vous croyez? Bien sûr, j'y crois. Alors, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, évidemment, Alors, il faut qu'il prenne soin de lui. Ça, je m'excuse, mais ça passera pas. hein. Ça n'a rien à faire. Faut Ça qu'il veut dire prenne quoi? soin de lui. Vous ne seriez pas un peu maniaque, vous, par Non, hasard? je suis pas maniaque. Bon, d'accord. Non, non, Sophie. Franchement, je suis pas maniaque. Alors, c'est quoi une allure soignée pour un homme? Alors, une allure soignée pour un... Oh non, il faut que je dise vraiment. Ah bah oui. Ah bon? C'est quoi alors? C'est ma meilleure amie qui me regarde parce qu'elle sait. C'est quoi une allure Alors, soignée? pour moi, une allure soignée, c'est par exemple un homme qui fait attention à ses mains, aux dents, qui n'ait pas trop de poils qui sortent du nez et des oreilles.
Vous me demandez, moi je dis. Non, mais vas-y, allez-y. Moi, le poil Ensuite, quoi dans les d'autre? oreilles, c'est Voilà. rédhibitoire. Voilà. S'il est un peu pensu, s'il n'est Un pas peu quoi musclé, s'il est un peu pensu, s'il n'est pas musclé, Pensu, je m'en c'est fous. quoi? Ça veut dire Pensu, il a qui a du un gros- ventre. Je m'en fous de ça. Ce que je veux, c'est Ouais. qu'il soit soigné, qu'il ait de la classe, qu'il soit intelligent et qu'il ne me prenne pas pour une poupée, c'est tout. Ce Point qu'il est barre. important aussi, c'est de rester en contact avec qu'est-ce que j'ai envie de vivre en relation, plus que quel type d'homme. Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Alors, qu'est-ce que vous avez envie de partager? Envie de partager tout ce que je fais seule et que je préférerais de faire à deux. Alors, Me par balader, exemple me balader au bord de l'eau, d'accord. Aller au cinéma, parce que j'y vais pas, parce que je n'aime pas y aller toute seule. Et puis les copines que j'ai sont en Vous avez couple. tort, c'est Ah, pas- délicieux d'aller au cinéma toute Toute seule, c'est Oh, vrai? C'est magnifique. Ah non, moi j'aime bien qu'on me tienne la main, même au cinéma. Ah bon, vous aimez Ah quel oui. genre de film? Alors, j'aime les films un peu psychologiques et un peu compliqués. Où il faut que je travaille pour trouver... Ah oui, je suis un peu spéciale. Bon. Votre dernière relation, elle remonte à quand? Elle remonte une semaine. Ah bon? Ah bah ça va, il y a de l'espoir alors. Il y a de l'espoir. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas Ouais, marché? il n'était pas soigné, il n'avait pas les mains soignées, il était trop pensu. Nickel. Il était nickel? Bah alors? Je vais encore faire rire, il y a des chances. J'entendais toujours par rapport à mon physique. Oui, dites tout. Mais qu'est-ce qu'il disait? Que vous lui plaisiez? Oh, mais c'est quand même magnifique! Elle rigole, hein, je peux comprendre. Écoutez, franchement, oui, quand mais- on trouve un fiancé, quand même, c'est plutôt sympa s'il vous trouve à son goût. Ok, c'est super, je suis contente. Je suis contente de plaire physiquement, j'ai jamais dit que je l'étais pas. J'ai jamais dit que je l'étais pas, j'ai de la chance. Mais, quelque part, encore une fois, ça s'arrête à ça. Pas forcément, c'est vous qui le réduisez à ça. C'est vous qui vous enfermez là-dedans. Là-dedans? Oui. Je devrais suivre une thérapie, quelque chose? Ah oui? Oui, c'est vrai. Ah bah oui, moi je Ce crois, serait quoi. bien. Vous êtes quand même dans une prison, là. Vous Aujourd'hui, enfermez. elle est déjà entamée, alors. Ah bah oui, justement, est-ce que vous vous sentez mieux depuis le début de l'émission? Pourquoi? Moi, je sais pas, ça fait du bien d'évacuer un petit peu. Hein. Puis d'entendre des témoignages, quand même. Est-ce que de vous savez faire la personnes, cuisine? Ah oui, je fais très bien la cuisine. Oh, bah alors ça, c'est un argument, hein, Bien parce sûr, je qu'une fais femme très belle bien. qui sait bien faire la cuisine... Je fais bien la cuisine. J'ai du goût pour l'intérieur. Comment? J'ai du goût pour la décoration intérieure aussi. Vous êtes drôle? Oui, je peux. Oh oui. D'ailleurs, au boulot, elle me le dit, heureusement que tu es là. Hein. Ah bon? Ah oui. Donc tout ça, ça fait beaucoup d'arguments qui pourraient séduire un homme. Sans doute, oui. Vous êtes facile à vivre au quotidien? Oh oui, je suis facile à vivre. Chantal, Je peux pas avoir que des défauts, Sophie. Chantal, Alors, si quels on vous- sont vos défauts? Oh, Parce mais que, je crois pardon. que j'ai un peu trop de caractère. quand Alors, même. pardon, mais si vous n'arrivez pas à retenir un homme, c'est que vous devez avoir quand même un petit défaut. Oui. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Donc, D'après moi, donc je repose lequel? ma question. Est-ce que vous êtes facile à vivre? Je suis sûre que non. Mon amie me dit oui. Non, mais votre amie, elle ne vit pas avec vous au Oh quotidien. oui, mais on se connaît depuis 50 ans. Oui, mais c'est pas un problème hein. si vous... Alors, Non. est-ce que vous êtes Oui. sûre que vous êtes facile à vivre? Bon, je pense que je suis facile à vivre, mais Si on ne nous embête pas. si on m'embête pas. Voilà. J'aurais dit vulgairement, ça me fait pas trop chier. Enfin, il faut pas. Non, mais c'est un terme, c'est pas méchant. Est-ce quand que on vous dit êtes ça. tolérante? Oui, je suis tolérante quand même. Oui. Oui, si, je pense Vous acceptez l'être. tout? Est-ce que vous acceptez qu'on laisse traîner des chaussettes sales, par exemple? Bon, je crois qu'il ne faut pas être comme je suis pour ne pas accepter de trop de choses sales par terre quand même. J'ai pas dit trop, Bon. j'ai dit une paire. Oh, une paire, oui, non, c'est pas grave, non. Bon. Non. Donc vous pensez que vous êtes facile à vivre? Oui, je pense que oui. Mais en fait, moi, je vous trouve très drôle, Chantal. Pardon? Je vous trouve très drôle. Oui, hein. Oui, je sais.
Et j'ai fait du théâtre et je faisais rire toute une salle quand même. Ça m'étonne pas. Oui. Bon, en tout cas, vous allez avoir du courrier. Alors là, vous n'imaginez pas le courrier que vous allez recevoir. Vous reviendrez nous le dire. Hein. D'accord. Ok. Bon, juste des conseils pour que l'histoire dure, Frédéric. Ouais. Pour que l'histoire dure. Si elle a du courrier et que les hommes lui disent vous êtes magnifique, déjà elle va jeter la lettre. Alors, acceptez qu'on vous fasse des compliments. Là, c'est plus un travail que Chantal a à faire vis-à-vis d'elle-même, qu'elle prenne confiance dans les autres qualités qu'elle a et qu'elle les mette en avant. Pour sortir de cet emprisonnement de dire le problème c'est que je suis trop belle et les hommes voient que ça. Et vous tournez en boucle. Maintenant, quand même, non mais vous tournez en boucle là-dedans. Oui, je tourne en boucle. Et d'être en contact avec vos autres qualités pour que les autres les voient. Et puis quand on échange avec vous, on les voit, vos autres qualités. C'est gentil. Voilà, oubliez que vous êtes belle. D'accord, je vais l'oublier. Et voilà, promis. Et passer à autre chose. D'accord. Émine, vous avez souffert pendant des années d'être transparente aux yeux des autres. La tendance est inversée puisque vous avez perdu 20 kilos et puis vous avez changé de look. Aujourd'hui, vous profitez pleinement de votre nouveau physique. Vous êtes devenue modèle photo. Oui. Un changement pas si facile à vivre finalement. Qu'est-ce qui est devenu pénible au quotidien ? Les anecdotes justement quotidiennes. On m'a déjà proposé des prestations d'escorte, par exemple, dans la rue, en étant habillée tout à fait normalement, un pantalon noir, juste un petit pull noir, en allant au travail. Donc, sinon aussi, une fois dans la rue, il y a un garçon qui s'est retourné sur moi, mais qui était avec sa copine. Sa copine m'a insultée comme si je l'avais provoqué. Et on est un peu considéré comme un morceau de viande, en fait, sans... Comme je disais tout à l'heure, les garçons ne prennent pas la peine de creuser et vraiment voir ce qui se cache en dessous, justement, de cette image. Qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir dans tout ça ? Oui, justement, qu'on ait une image de moi qui est faussée, en fait, clairement. Ah oui, il faut... Parce que j'ai quand même des valeurs, donc je ne suis pas d'accord, en fait. Vous pourriez accompagner le jugement des autres en étant un peu différente physiquement, vous-même. C'est ce que vous disiez, Frédéric, tout à l'heure. Trouver un compromis, un juste milieu par rapport à ce que vous étiez avant. Et... Oui, puis trouver vraiment une image qui vous corresponde. Parce que là, c'est comme si vous aviez plaqué une image sur le corps que vous avez aujourd'hui et que vous n'avez pas encore trouvé vraiment Evelyne qui se sent bien. Puis ça prend du temps de trouver son style, de trouver l'image avec laquelle on est vraiment en accord à la fois de l'intérieur. Parce que physiquement, on dégage aussi ce qu'on est à l'intérieur. Est-ce que vous voulez un relooking ? Un relooking, pourquoi pas ? Vous aide à trouver... Pourquoi pas ? Peut-être que vous aide à mieux vous trouver, parce que Frédéric disait tout à l'heure que vous ne vous étiez pas encore trouvé. Oui. Je le pense, oui. On pourrait organiser organiser ça. C'est envisageable, pourquoi pas ? On l'organise ? Je suis prête à accepter ça. Alors, en tout cas, on aura plein de gens à recevoir sur nos fauteuils rouges, là-bas. Vous, Chantal, qui allez revenir en ayant trouvé le grand amour. Vous, qui allez revenir en étant relooké. Oui. En tout cas, on s'en occupe. Maude, vous, depuis que vous êtes jeune, vous avez l'impression, vous aussi, que votre apparence physique ne reflète pas ce que vous êtes vraiment. À quel point en souffrez-vous ? À quel point, par exemple, je ne me mets jamais en maillot de bain. Sur la plage, je suis peut-être la seule qui garde sa robe, enfin voilà, et encore le paréo. Vous ne mettez pas en maillot de bain, alors dites donc. Je vais jamais à la piscine. Quel gâchis. C'est vrai quand même. L'année dernière, par exemple, sur une plage bondée, j'ai vu une dame qui est arrivée assez forte avec son mari. Son mari a eu un regard pour moi, je trouve, déplacé. Et j'ai vu cette dame tirer sur son t-shirt. Et pour moi, c'est un signe de mal-être. Donc, par correction pour elle, parce que je ne pouvais pas aller ailleurs, il n'y avait pas de plage, je ne me suis pas déshabillée. Mais pourquoi vous ne vous autorisez pas pourquoi vous ne décidez pas de vous en moquer, tout ça ? Parce que j'y arrive pas. Et vous en souffrez ? C'est pas une souffrance, parce que le mot souffrance est quand même c'est un gros mot. Je sais ce que c'est la souffrance réelle, mais je trouve ça dommage. Et je vais sur 40 ans et je me dis qu'il faut que ça cesse. Parce que ma première qui va sur 20 ans, elle, j'aimerais moi être comme elle, quoi. Elle s'assume. C'est vraiment. Parce que quand même, on a envie de vous dire, oubliez les autres et soyez bien vous avec êtes vous-même. Vraiment prisonnière, Maude, du regard des autres. Et ça vous prive de faire des choses qui pourraient vous faire du bien aussi et justement de vous libérer de ce carcan. Mais c'est un vrai complexe.
Oui, c'en est un. En quelque sorte, parce que vous vous privez des mêmes choses que les gens très très complexés par leur corps. Alors que, en fait, je donne, mes amis, mes copines, je leur donne toujours tout ce qui est conseil pour être jolie, et même quand elles subissent aussi des moqueries ou des mauvais regards de part et les autres, je suis capable de leur dire. Voilà, parce qu'à un moment donné, il faut accepter aussi que ce qu'on est peut déclencher les autres, oui, dans l'infériorité, dans la comparaison, mais ça ne vous appartient pas. Mais c'est difficile. Alors j'ai essayé, j'ai été... Sinon, vous prenez en charge les autres. C'est ce que j'ai fait de votre vie. Pendant 6 ans, j'étais responsable d'un atelier estime de soi, Resto du Cœur, et j'étais chargée de redonner confiance aux femmes, qu'elles se sentent mieux dans leur peau, et je ne suis pas capable de le faire avec moi. Donc, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis ici parce que j'espère qu'après la diffusion de l'émission, moi, je puisse me voir à l'écran. L'image que je renvoie, à la limite, elle va m'être égale. Ce que je veux, c'est pouvoir me dire le lendemain, à ma petite de 8 ans, par exemple, on vient ma puce, on va à la piscine. Parce que c'est quelque chose que je ne fais pas. Moi aussi, je vous le souhaite, parce que quand même, c'est... Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Si aujourd'hui, si j'ai accepté de faire l'émission, c'est aussi pour ça. Parce que je me dis... J'ai travaillé 1 an en maison de retraite, et il y avait une dame de 80 ans qui me disait... elle voyait des infirmières, et elle me disait « Ah, celle-ci, elle est jalouse, celle-ci, elle est jalouse de moi. Hein. » Donc ça me faisait sourire. Et elle me dit « Tu vois, là, sur la photo... » Donc elle me faisait voir une photo d'elle. Elle me dit « C'est moi, quand j'étais jeune, j'étais belle. » Elle me dit, toi, tu seras capable de le dire quand tu auras 80 ans, mais ce sera trop tard. Et ça fait 20 ans qu'elle me l'a dit. Combien vous mesurez ? À plat, à 78. Ouais. Et vous n'avez pas essayé justement de devenir modèle, de photographe pour... J'ai fait des photos. D'ailleurs, j'ai pas de photos de moi personnelles, en fait, de personnes qui ont pu me prendre parce que je déteste ça. J'ai fait quelques shootings, mais... Et vous vivez en couple ? Non. Je suis seule depuis 6 ans. Vous aviez du mal à supporter... parce que les hommes de votre vie n'ont pas réussi à vous apaiser par rapport à ça ? Je sais pas. En fait, c'est la vie... selon les couples, en fait, il y a eu des raisons différentes de séparation. Et là, ça fait 6 ans parce que voilà, j'ai été... j'ai aucune confiance, plus aucune confiance en... C'est dingue. J'espère que le fait de vous regarder et de voir cette émission vous fera avancer. Frédéric, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil ? Libérez-vous, profitez, le temps passe. Et en fait, là, vous êtes dans une prison, dans un carcan, un peu comme Chantal, qui vous empêche de profiter de la femme que vous êtes. Ce qui est difficile, c'est qu'on a toujours le même même thème. Trop prisonnière du regard des autres. Il y a 2 jours, je vais faire mes courses et je ne m'habille pas quand je ne travaille pas. Je suis en sportswear parce que je fais du sport et que je trouve pas... Voilà, je suis en sport, on me laisse tranquille. Et j'ai juste pris une bouteille d'eau qui était en hauteur, donc mon pull s'est soulevé, on a vu mes fesses. Il y avait 3 femmes qui étaient là et il y en a une qui me dit « Mais regarde, ça m'énerve ça. » Alors, j'ai rien... Mais vous aurez toujours des remarques comme ça. Ouais. À un moment donné, si vous restez accroché à ça, vous ne vivez plus. C'est l'enfer. Vous devez vous libérer de ça à un moment donné. Je suis ici pour ça. Oui, mais vous verrez, ça va vous aider. Maud, on a envie de dire qu'on n'a qu'une vie et arrêtez de vous faire souffrir avec tout ça. Vous en foutez de ce que pensent les autres, quoi. Vivez pour vous, vous êtes magnifique. Soyez bien avec vous-même, quoi. Oui, j'aimerais bien. C'est quand votre anniversaire, vos 40 ans ? Ah, dans 1 an. Je viens d'avoir mes 39. Donc c'est pour ça que c'est voilà, j'ai décidé que cette année, il va falloir vraiment que je m'attelle à ça parce que... Bon, vous revenez vous nous voir dans 1 an, rayonnante. Hein ? Oui. En maillot de bain, oui, bien sûr. Bon, merci en tout cas d'être venu nous voir et on aura le plaisir, j'imagine, de se retrouver sur le plateau de l'Histoire continue. Merci beaucoup Frédéric. Merci. Il est temps à présent d'ouvrir la seconde partie de notre émission dans l'Histoire continue. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Richard Taxi, dont vous connaissez forcément le visage. Et pour cause, cet humoriste s'est longtemps invité chez vous plusieurs fois par jour en devenant le héros de vos publicités. Nous allons prendre de ses nouvelles. Et puis juste après, nous reviendrons sur l'histoire de Cynthia, qui avait décidé de dire la vérité à ses enfants concernant l'incarcération de leur père. Bonjour à tous les deux, merci d'être présents sur notre plateau. Je vais commencer avec vous, Richard. Vous avez été l'un des piliers du Petit Théâtre de Bouvard, sur Antenne 2, de La Classe, sur France 3 dans les années 80. Jean-Luc, vous avez reçu il y a 4 ans dans une émission intitulée « Qui se cache derrière les stars de nos publicités ?» Combien de spots publicitaires avez-vous à votre actif ? Entre la France et l'étranger, 6-7.
Alors, je vous rappelle que vous avez fait par exemple la promotion de camembert ou encore celle d'une célèbre moutarde. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques anecdotes de tournage? Ah ben, il y a une anecdote qui était assez douloureuse pour moi, parce que j'aime pas trop le camembert. C'est que j'ai mangé à plusieurs reprises des morceaux de camembert pour le tournage. Comme il y avait 80 à 90 prises, il fallait que j'ai ça en bouche. Alors il y avait une personne à côté de moi qui coupait les morceaux de camembert. Et puis moi, il fallait que je les tâche jusqu'à la bonne prise. Alors, au bout d'un moment, j'ai été dégoûté, je pense, à vie du camembert. Mais le camembert était très bon. Et la moutarde, pareil? Non, la moutarde, non. Non. Entre la moutarde, le ketchup, la mayonnaise et tout ça, non, ça a été non. Bon, c'était un joli tournage et on a tourné au Portugal, donc c'était tout bénef. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs amusants comme celui-là, en dehors du camembert? Si, j'avais un souvenir en Belgique. Je mettais en valeur de l'eau, mais je ne peux pas dire le nom de l'eau. Il fallait que j'arrose un tas de personnes avec un arrosoir et j'ai arrosé pratiquement toute la technique. Donc on est obligé de refaire toute la technique. Ça a duré des heures et des heures et des heures à cause de cette eau. Alors, vous avez une solide formation d'acteur qui a démarré au Cours Simon. Vous êtes notamment l'auteur de One Man Show. Vous avez joué dans de nombreuses pièces. Pourquoi vous avez choisi de jouer dans des publicités? Pour l'aspect pécunier, j'imagine? Oui. Je crois que c'est le seul but des comédiens, parce que beaucoup de comédiens pensent que c'est un but en soi pour se faire connaître. Mais moi, comme j'avais déjà pas mal d'années derrière moi de cinéma, de télévision et de théâtre, donc c'était le beurre dans les épinards. Bien payé? Moi, oui, les autres, non. Alors, pour nous rafraîchir la mémoire, je vous propose de revoir un extrait de notre émission durant laquelle vous aviez laissé libre cours à votre côté farceur. Puis juste après, nous découvrirons où vous en êtes aujourd'hui. Merci. On pense que la pub va nous rapporter plein de choses. C'était dans cet état d'esprit que Richard Taxi, pourtant homme de théâtre, avait choisi de prêter son image à différentes marques. Je vois ni additif, ni colorant, ni conservateur. Moi surtout que tu m'en as piqué, la preuve. Vous avez fait combien de pubs? Une bonne dizaine, mais surtout à l'étranger. Ah bon? J'en ai fait 3 en France et le reste à l'étranger. Mais c'est rigolo à tourner des pubs aussi? La dernière qu'on a tournée était fantastique parce que nous, on est parti 4 jours au Portugal et le fait d'être parti 4 jours, ça se fait des équipes et ça nous a aidé à être très à l'aise. Et à l'aise, le comédien l'était. Sur notre plateau, il n'avait d'ailleurs pas hésité à nous en faire la démonstration. Alors, vous avez été formé au Cours Simon. Vous avez fait beaucoup de one-man show, beaucoup de... Et vous n'avez plus la parole depuis. On vous a coupé le son. Nous étions chez Bouvard ensemble. Vous, Richard, vous jouiez quoi? Bon, l'espèce de personnage un peu loufoque qui avait un petit problème de mon ancienneté, il parlait comme ça tout le temps. C'est peut-être pour ça que je fais de la pub maintenant, je sais pas. On m'a dit que vous aviez un comportement un peu 4e degré, un peu, c'est-à-dire... Oui, c'est vrai que je suis assez pince sans rire. Ah oui. Je mets beaucoup de distance, mais parce que c'est mon humour, c'est ma façon d'être. Quatre ans après l'émission, nous retrouvons Richard Taxi sur un terrain pour le moins inattendu. Et à première vue, il n'a pas son pareil pour nous vendre du rêve. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour une pub, mais tout simplement pour son bien-être. Le tennis, ça me permet, c'est vrai que c'est un sport violent, mais ça me permet surtout de décompresser. Mais c'est pas en vue d'un rôle. On a besoin de penser à autre chose qu'à son travail. Un travail qui, depuis quelques années, l'a momentanément éloigné des plateaux de tournage. On voit de moins en moins à la télévision pour une seule raison, c'est que je travaille beaucoup en mise en scène et en tant que comédien. Donc, mon premier but dans mon métier, c'est surtout faire du théâtre et de vivre de ce métier. Et justement, c'est aujourd'hui au théâtre que Richard Taxi rejoint ses collègues. Salut Richard. Bonjour, messieurs, dames.
Merci d'être à l'heure, bravo. Bon, on va faire un petit briefing, ou enfin plutôt un débriefing par rapport au village d'hier. Et pour une fois, le comédien n'est pas là pour amuser ses comparses, mais bel et bien pour les diriger. Maude, un peu plus paysanne hein, dans Martine. Hein. T'es pas en rythme dans le rythme. Ouais. On va prendre des conseils avec la petite. Ok. Sinon, c'est parfait. Et Richard Taxi, qu'on a l'habitude de voir plutôt dans un registre comique. Quand il est au boulot en tant que metteur en scène, il est pas tout le temps en train de faire des blagues. Et on est en train de travailler, on est sérieux, on est professionnel, donc ça reste très détendu, mais voilà, c'est un homme sérieux, etc. C'est parti. On fait les femmes savantes, s'il vous plaît. Les filles. Depuis près d'1 an, Richard Taxi met en scène une pièce sur Molière, dont il est également l'auteur. Et pour lui, l'exigence est de mise. Si tu prends un temps, on perd la rime, le rythme. Ok, vas-y. Une rigueur qui cache également un vrai plaisir de transmettre. Ce que j'aime dans le travail de metteur en scène, c'est d'emmener les comédiens au-delà de leurs limites. Comme le père qui transmet un petit peu son savoir et son expérience à ses enfants, à un moment donné, le metteur en scène a un rôle et de metteur en scène, et de papa, et de nurse, et de professeur. Il les cajole. Donc les comédiens, comme disait aussi Molière, ce sont des animaux, mais ce sont aussi des enfants. Et c'est vrai qu'on est très, très, très fragile quand on devient comédien. Et c'est ce travail qui m'intéresse. J'en peux plus. Chut, quoi, chut. Ah oui, Victor. Cette fragilité, Richard est bien placé pour en parler, car dans sa pièce, il est également comédien. Va me chercher les œufs de Molière, je vais piocher dedans. On peut plus. Une polyvalence qui lui permet aujourd'hui d'enrichir une carrière, pourtant déjà bien remplie. De jouer dans cette pièce, c'est pas tout à fait comme d'habitude. C'est-à-dire quand on se retrouve auteur et metteur en scène, en tant qu'acteur, on a envie aussi pas de s'éloigner, mais de s'effacer un tout petit peu par rapport aux acteurs. Et on a envie de se dire, maintenant, on passe le flambeau, et c'est à vous. J'ai eu du plaisir, mais j'ai plus eu du plaisir à les mettre en scène. Qu'est-ce qu'il y a? C'est drôle de se voir en train de parler de notre métier et en même temps de se voir jouer. Vous aimez bien vous regarder? Il y a des comédiens qui détestent ça. Arditi, par exemple, il déteste s'entendre et se regarder. C'est insupportable. Vous aussi. Je suis un peu comme Arditi, j'aime pas ma voix, j'aime pas ce que je représente, mais c'est vrai que j'ai un pouvoir comique qui se transmet. Ça veut dire quoi, que vous n'aimez pas ce que vous représentez? C'est-à-dire... Vous auriez aimé être autre chose? Ah non, pas autre chose. Non, comme disait Bette Davis, elle répondait à un journaliste, et Bette Davis disait, un journaliste lui posait la question, mais pourquoi vous faites ce métier? Et elle a dit, parce que je ne m'aime pas dans la vie. Je ne suis pas très loin. C'est pour ça que je pense que les comédiens, d'ailleurs il y en a de plus en plus en France, c'est qu'on veut être autre chose. Pourquoi de plus en plus? Ça a toujours été comme ça, j'imagine, quand on choisit ce métier. On règle des fois un problème. Moi, je pense que la créativité de l'artiste vient aussi de traumatisme. Bien sûr. Pourquoi vous aviez accepté de venir témoigner dans notre émission la première fois? C'est Jean-Luc. Jean-Luc que j'ai connu 10 ans, 15 ans auparavant, travaillait à Canal+. Et moi, je faisais partie d'une équipe de handball qui s'appelait le Handball Club. Et lui, il jouait dans l'équipe de Canal avec Bietri. Et on s'est foot? Non, de handball. Ah bon? Donc on jouait au handball ensemble. Et puis une personne de sa production m'a appelé, m'a dit, tiens, est-ce que ça te dirait de faire toute une histoire, ou je ne sais pas comment ça s'appelait à cette époque. Comme ça, déjà. Toute une histoire. Et il m'a dit, comme je faisais de la pub, il me dit, tiens, ce serait sympa que tu viennes raconter un petit peu ton métier à travers la pub. Qu'est-ce qui vous a particulièrement touché à l'époque? L'ambiance. Il y avait une ambiance assez chaleureuse. Jean-Luc je l'ai trouvé beaucoup plus paternel qu'à l'époque de Canal. Et j'aime bien le thème que vous abordez dans ces émissions, qui est à la portée de tout le monde. Donc je me suis dit, pourquoi pas parler de mon métier à des personnes qui n'ont pas l'habitude d'entendre notre vie d'artiste. Comment les choses ont-elles évolué pour vous professionnellement depuis 6 ans? Je dirais bien, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit dans le reportage, je passe le flambeau.
Et c'est vrai que donner son savoir et transmettre son savoir, c'est aussi important que d'apprendre. Et donc, je travaille avec une petite compagnie avec des jeunes acteurs. Comment l'idée vous est venue de devenir metteur en scène? Je l'étais avant. J'étais directeur d'un théâtre à Longjumeau il y a presque 20 ans. Et à cette époque, j'avais fait un deal avec la municipalité. Je devais monter 1 ou 2 créations par an. Et ça m'a poussé au cul, puis voilà. Donc tout va bien. Pour l'instant, ça va. On a l'impression que vous prenez beaucoup de plaisir à transmettre, justement. Ah oui, je pense qu'un artiste doit d'abord donner avant de recevoir. Je ne suis pas pour l'artiste qui donne systématiquement au public. Le public est témoin. Le public fait partie... c'est aussi notre partenaire. Et le public est très juste sur ce qu'il voit, sur ce qu'il sent. Et ce que j'aime en France, dans le public français, c'est qu'il travaille avec son instinct. Quand c'est mauvais, on le sait tout de suite. Aux États-Unis, en Angleterre, ils en vont. En France, ils le disent. Ils le font comprendre. Vous allez refaire un one-man show? Vous allez vous Je reproduire, me sens pas. vous? Je me sens un peu décalé par rapport à ce qui se passe. Donc, le one-man show, pas tout de suite. En quoi décalé? Je ne suis pas très stand-up. C'est cette mode de parler de soi et de parler de la vie. Et moi, je suis plutôt un interprète et j'ai l'impression que le one-man show est un peu en décalé. Alors, votre actualité, une pièce... Qui va partir en tournée. Voilà, qui s'appelle Molière. comment? Molière pour les nuls, qui part en tournée à partir du 15 juin. Et on commence par Pézenas. Et Pézenas, pour monsieur et madame tout le monde, c'est la ville de Molière. Ah oui, oui. C'est la ville de Molière. Et on ne connaît pas trop l'histoire de Pézenas. Marcel Pagnol a dit de Molière, a dit Jean-Baptiste Poquelin, qui est le vrai nom de Molière, est né à Paris. Et Molière est né à Pézenas. Il a créé sa compagnie. Et on est très heureux de commencer cette tournée dans la ville de Molière. Quel message avez-vous envie de faire passer à la nouvelle génération d'acteurs? Travaillez avec votre instinct et surtout, insistez. On vous fout dehors, passez par la fenêtre. On vous fout par la fenêtre, passez par la cheminée. Mais surtout, insistez parce que la passion, si vous l'avez, il ne faut pas la tuer. La prochaine étape pour vous? Continuer ma passion, qui est le théâtre. Et j'espère qu'on me proposera des rôles beaucoup plus intéressants que les rôles qu'on m'a proposés jusqu'à maintenant, depuis 2 ou 3 ans. Et les pubs? Les pubs, c'est, comme je vous ai dit, c'est du beurre dans les épinards. C'est vrai que j'ai eu la chance de tomber sur des bons... Si on vous en propose d'autres, vous les ferez? Avec plaisir, je dis jamais non. Il est temps à présent de revenir sur l'histoire de Cynthia. Je vous avais reçu il y a 1 an et demi dans une émission intitulée « Comment lui dire que son père est en prison ?» En tant que compagne de détenu, c'est vous qui aviez répondu à notre appel à témoins. Pourquoi aviez-vous souhaité témoigner à l'époque? Parce que je trouvais important que mes enfants, que mon fils aîné sache déjà la vérité et qu'il fallait arrêter de se leurrer sur les mensonges parce que tout se sait un jour ou l'autre. Votre petit garçon avait 2 ans et demi lorsque son papa a été incarcéré et vous étiez enceinte de 8 mois et demi. Rappelez-nous ce qui s'est passé le jour où votre Alors ce qui s'est passé, c'est que arrêté. mon conjoint m'avait prévenu qu'il y aurait une perquisition. Donc ils sont venus à 17h le soir, perquisitionner, emmener mon conjoint. Ils ne l'ont pas menotté parce qu'ils ont vu qu'il y avait le petit qui regardait, qui était là, vu qu'il commençait à s'affoler. J'ai essayé de le rassurer, je lui ai dit que papa allait revenir. Et au bout de quelques temps, 48 heures de garde à vue, toujours rien. Jugement direct. Et la peine est tombée. Combien? 15 mois. Pour pour violence sans intérêt d'en donner et arme illégale. Alors vous avez tout de suite choisi de dire la vérité à votre petit garçon. Comment lui avez-vous dit? Vu qu'il avait 2 ans et demi, avec des mots à lui, que papa avait fait une bêtise, il fallait qu'il paye sa punition. Comme toi, quand tu fais une bêtise, c'est le coin. Et lui, sauf qu'il est puni, il doit payer pendant 15 mois sa dette, mais enfermé entre 4 murs et qu'on ira le voir bien après. Quelle a été sa réaction? Il a été très triste parce qu'il était beaucoup plus proche de son papa, vu que moi j'étais enceinte et que je ne pouvais pas m'occuper moins de lui en fin de grossesse, donc très proche de son père. Donc ça a été cauchemar. Il a arrêté de manger, il buvait que des chocolats. Pendant 2 semaines, ça a duré. Juste le temps qu'il voyait son père au parloir.
Alors, comme c'est souvent le cas pour nos invités, le fait de venir témoigner dans notre émission, c'était une façon pour vous de vous libérer d'un poids. Alors, avant de découvrir quel chemin vous avez parcouru depuis, on va d'abord regarder un petit récapitulatif en images de votre histoire. Ils ont prononcé l'incarcération de mon conjoint. Moi, je me suis effondrée. Une incarcération en 2011 qui avait chamboulé la vie de Cynthia et de son compagnon, qui étaient parents d'un petit garçon. Surtout qu'à l'époque, la jeune femme était à nouveau enceinte. J'étais sur le point d'accoucher, me retrouver toute seule avec mon fils. Je lui ai dit, papa, pour l'instant, elle ne va pas être avec nous. Il s'est mis à pleurer. J'ai accouché le vendredi d'après, suivant. Dépression plus le baby blues. J'arrivais tout juste à me lever pour aller donner le sein à mon fils, vu que j'allaitais. Pourtant, Cynthia avait décidé de se battre et de dire la vérité à leur aîné. Elle tenait par-dessus tout à maintenir les liens entre ses enfants et leur père. Tous les jours, il me parle de son père. Il est pressé que ça soit le week-end pour qu'on aille le voir. Il me dit dimanche. Vous le voyez tous les combien, son papa? J'essaye d'y aller le voir 2 fois par mois, avec mes 2 enfants. Le parloir, c'est 1 heure et on a droit à 2 heures de parloir 1 fois par mois. Donc quand on a 2 heures de parloir, c'est le top. Pour nous, c'est l'extase, quoi. C'est le bonheur de se retrouver à 4. Et cette épreuve, Cynthia en avait fait une force. Et c'était pleine d'espoir qu'elle envisageait l'avenir. Ça nous a renforcé la prison. Il est question de mariage, il m'a fait sa demande par courrier. On attend qu'il sorte fin mars. Bellem, dans l'Orne, 1 an et demi plus tard. Nous retrouvons Cynthia avec Mélodie, sa meilleure amie, et Malo, son 3e enfant, âgé de 7 mois. C'est classe. Il va manger Malo. Malo, c'est le portrait craché de son grand frère et les traits de son papa. Il a même pas de traits à sa maman, quoi. Bah oui, tu causes, toi, dégoûtant, hein? Et malgré un sourire de façade, Cynthia affronte une nouvelle épreuve. Son fiancé n'est pas sorti de prison comme prévu. Il est pour l'heure toujours incarcéré. Sa jolie robe, Cynthia ne l'a donc pas encore portée. T'acceptes enfin de la voir comme ça? Parce qu'au début, c'était dur. Hein. Bah, au début, elle était dans un sac et tout. Là, puis même, rappelle-toi, t'avais du mal encore à la sortir. Ouais. Alors que Cynthia s'apprêtait à retrouver enfin son compagnon, une ancienne affaire a rattrapé le père de famille. En attente d'un jugement, il a été extradé au Portugal. Je me dis comment on va faire, comment les enfants ils vont le vivre. Parce que ça veut dire encore un Noël sans papa, encore une fête des pères sans papa, les vacances sans papa. Donc plein de trucs encore de louper. Je sais que je la porterai quand même. Je me battrai jusqu'au bout, quoi qu'il en soit. Si Cynthia semble aujourd'hui déterminée, elle a pourtant pensé à tout abandonner. Mais grâce à la présence de ses proches, et particulièrement à celle de sa cousine, Nadège, elle a tenu le coup. Et t'as des nouvelles de Rachid, là? Ouais, hier soir au téléphone. Ouais. Toujours rien pour l'avocat, toujours pas. on attend. Tu lâches surtout pas. Bah ouais, mais bon, tu sais qu'on est toujours là pour toi. Quand tu nous appelles, c'est vrai que j'arrive tout de suite. Cynthia est désormais plus forte et elle se bat pour son couple et ses enfants. Le petit Malo, son père ne l'a encore jamais vu. Alors elle multiplie photos et vidéos pour qu'il connaisse, même de loin, son petit garçon. Allez, ouais. Tu veux voir papa? Frappe les fleurs. Pour moi, c'est important d'immortaliser ce genre d'événement. J'ai pas envie que ça soit des inconnus pour leur père. Donc même en étant loin, faut qu'ils profitent aussi des moments comme moi. Malgré les années et les épreuves traversées, l'amour de Cynthia pour le père de ses enfants reste intact. Et chaque jour, c'est par écrit qu'elle le lui rappelle. Coucou, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu tiens le coup en pensant à nous. Moi, j'aimerais que tu me serres dans tes bras, les petits câlins, sa personne est là pour me l'apporter. Et je t'aime ainsi que tes fils. Cynthia, ta femme, tes fils, Maxime, Rachid et baby Malo. J'ai besoin d'écrire à Rachid régulièrement déjà pour voir que je le soutiens, que je suis toujours là pour lui et il n'y a que lui qui arrive à me comprendre. C'est ma moitié, c'est ma copine, mon confident, mon mari, le frère, c'est tout. Cynthia qui a pleuré toutes ses larmes pendant son reportage. C'est mon fils. De voir ce petit garçon qui n'a encore jamais vu son papa. Ouais, peut-être pour ça aussi. Ouais.
C'est dur ce que vous avez apporté là. C'est ma chair, c'est mon sang, mes fils, c'est tout. Hein? Je donne tout pour mes enfants. On sent que vous avez une émotion contenue quand vous parlez et quand ça lâche, ça lâche. Hein. Ouais. Et ce qui est exceptionnel, c'est le changement en 2 ans de son visage. Ouais. D'une enfant, elle est devenue une femme mûre, avec un regard qui a complètement changé. Ouais. C'est plus la femme qui subit, c'est la femme qui prend tout en main. Quel impact notre émission a-t-elle eu dans Justement, votre c'est vie? grâce à un spécialiste qui était là ce jour-là, qui m'a dit qu'il fallait arrêter de vivre, en parlant à moi, en parlant aux autres filles, qu'il fallait arrêter de vivre avec les murs de la prison, il fallait aussi prendre du temps pour soi, et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ça aussi qui m'a... Vous avez mis en application? Voilà, ouais. Par exemple, qu'est-ce qui a changé Eh ben, dans votre avant, quotidien? Mettons là, par exemple, j'ai fait mes 26 ans, avant, j'aurais pas fait mon anniversaire, j'aurais invité personne chez moi, je serais restée avec mes fils. C'est-à-dire que vous vous autorisez à vivre? Me faire des cadeaux, sortir, recevoir des copines à la maison, faire une petite soirée entre filles, tout ça que je faisais pas avant. Partir en vacances, aller chez une amie. Noël, par exemple, je suis partie à Marseille avec les enfants, que je l'aurais pas fait. Alors pourtant, vous continuez à être très présente pour votre compagnon. Toujours. Là, il est au Portugal, il a été transféré au Portugal. Vous ne savez pas pour combien de temps? Non, je ne sais pas encore pour combien de temps. On attend une décision prochainement. Mais vous ne pouvez plus aller le voir, là? J'y suis partie au mois de décembre. Je suis partie une semaine. Et j'ai voulu emmener le petit, d'ailleurs, Malo. Mais c'est pas passé parce que la carte d'identité et le passeport étaient en cours. Donc à l'aéroport, ils ont refusé. Donc du coup, je suis partie seule. Ça y a fait du bien parce que j'ai quand même pu emmener des photos et tout pour qu'il le voie. Mais bon, lui, ça lui fait un manque. Mais bon, m'avoir vu, ça y a fait du bien parce que ça faisait... je suis partie en décembre, ça faisait déjà 3 mois qu'il était là-bas, qu'il n'avait pas vu personne. Alors, vous avez pu avoir une intimité au parloir? Non, Portugal, ça n'a rien à voir avec les prisons françaises. C'est tout le monde dans une même pièce, c'est surveillé. J'ai voulu apporter des affaires, gants, écharpes, tout ça. Ça a été refusé. Ils n'ont jamais voulu que je rentre quelque chose. Donc ça n'a rien à voir. Pour lui, c'est plus dur là-bas qu'en France. C'est pour ça, il a hâte d'avoir le jugement, savoir s'il aura une peine ou s'il n'aura pas de peine. Parce que s'il a une peine, il pourra l'effectuer en France. Et s'il n'a pas de peine, il sera libéré? Il sera libéré. Donc c'est là, on attend la réponse d'ici peu. Est-ce que si la réponse n'est pas celle que vous espérez, est-ce que vous trouverez la force en vous pour... J'espère, parce que vu que j'ai déjà craqué une fois, j'ai voulu arrêter. Même lui, il m'a dit de refaire ma vie. Ça veut dire quoi que vous avez voulu arrêter? J'ai craqué, ça fait quand même 3 ans. Ça veut dire quoi, vous avez craqué? Partir, tout arrêter, refaire ma vie avec mes fils. Mais bon, après, je me dis 3 ans, voilà, au bout de 3 ans, pourquoi j'aurais craqué 3 ans? Je me dis, on attend cette étape et on verra bien. Mais bon, je sais que je l'ai, mais parce qu'on a vécu des choses quand même en dehors de la prison et qui sont assez fortes, quoi. Et lui, il vous dit quoi? Il vous dit de reprendre votre liberté, de faire votre vie ou de l'attendre? Lui, au début, il m'a toujours dit d'être là pour lui, au tout début qu'il a été incarcéré, normal. Mais après, quand il a vu qu'il a été déféré au Portugal, il m'avait dit de reprendre ma liberté et tout, parce que sachant qu'une personne avait déjà pris 13 ans, que lui, il ne savait pas comment se passait la justice là-bas. Mais après, il m'a envoyé un courrier et de là, il savait très bien qu'il avait besoin de moi et d'avoir des nouvelles de nous, savoir comment on vivait, de ses fils. C'est impossible, quoi. Même pour nous. Comment vous arrivez à tout gérer en solo, là? Comment j'arrive à tout gérer? Vous travaillez en plus? Non, mais je me suis associée dans une association à l'école de mes fils que je prends beaucoup à cœur et justement aussi, je donne beaucoup aux autres personnes, en fait. Ça me fait oublier ma tristesse, peut-être. Et je suis présente pour beaucoup de personnes, mon entourage. Et quand même, vous avez une vie plus sociale qu'avant? Vous voyez des copines, vous sortez? Oui, je sors, je profite, je vais au restaurant avec mes fils, je bouge. Je vois plus de monde qu'avant. Avant, j'étais renfermée sur moi-même, j'étais casanière, que maintenant, non. Le soir, par exemple, après l'école, je ne rentre pas directement chez moi, sachant que les petits n'ont pas encore de devoirs. Je vais avec des copines, on sort, on va au parc. Vous souhaitiez profiter de notre émission pour transmettre un message? Qu'est-ce que vous vouliez dire? À toutes les femmes de détenus, il faut arrêter de se leurrer derrière, d'attendre que le parloir arrive. Il n'y a pas que le parloir, il y a aussi notre vie personnelle en dehors. Simplement qu'il faut dire à son homme qu'on sera toujours là pour lui faire comprendre, il y a les l'aide, il y a le soutien, mais il ne faut pas s'abandonner par derrière, car on a une vie aussi en dehors, sinon c'est comme ça qu'on sombre. C'est comme ça que j'ai sombré, moi, la première année d'incarcération, mon conjoint.
Et aujourd'hui, vous allez comment? Aujourd'hui, je vais super bien. Je suis en cours de... J'ai commencé à écrire mon livre, pas sur la prison, sur ma vie. Donc j'espère aussi que cette émission pourra m'apporter un éditeur, parce que toute seule, c'est difficile à trouver. Et en espérant que ça marche, voir le mariage en sortant directement de la prison, dès qu'il sort, et voir peut-être un bébé 4. Encore un bébé? C'est monsieur qui veut, c'est pas moi. Vous en avez combien, là? J'ai 3 garçons. Alors, monsieur qui veut, et vous seriez prête à le faire alors que vous les élevez toute seule pour le moment? Mais je lui ai dit, hein, s'il veut un bébé, dès qu'il sort des prisons, par contre, je dois partir une semaine, une croisière, sur un bateau toute seule, pour me requinquer, par contre. S'il veut un 4e enfant, il faut qu'il assume en sortant un peu ses fils seuls, voir comment ça se passe. Parce que moi, je sais ce que ça donne, j'assume, je suis une mère heureuse, mes enfants, ils sont heureux, ils ont tout ce qu'il faut, mais il ne faut pas que ça aille que dans un sens. Lui, il voudrait une famille nombreuse, lui. Comment vous réagissez? Elle force l'admiration, cette jeune femme. Hein. Bien sûr. Et... On a envie de vous dire, pensez à vous un peu aussi, là. Je pense à moi maintenant. Donc, je me fais plaisir, le par exemple. Peut-être attendez un peu, que ce soit totalement sorti. Ça ne sera pas tout de suite. Là, mon dernier, il a 7 mois, donc non, pas maintenant. Et on n'a pas besoin de l'écouter, parce que son visage a changé en 2 ans. Ça veut dire qu'elle a fait un travail énorme sur elle. Elle a fait un travail énorme sur le regard des uns et des autres sur elle, et surtout un regard sur l'extérieur. C'est-à-dire que sinon, elle allait... Je pense qu'elle partait en dépression. Et ça, bravo. Je suis partie pendant 18 mois. Je suis partie la première année, ouais. C'était dur, j'étais sous traitement et tout, mais maintenant, ouais, je suis forte, je suis bien, je suis heureuse, je me trouve belle. Vous avez raison, vous l'êtes. Je me trouve épanouie et pourvu que ça continue. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci d'être venu nous voir. Je vais vous demander à tous les deux de signer le grand livre de l'histoire continue. Merci. À commencer par vous, cher Richard. Merci. Bonne chance pour votre tournée. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre confiance et votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci. Ses plus beaux éclats, le vide et le même. Tu n'es plus là dans mon demi-sommeil. Je respire, mais je sais. L'arrivée d'un bébé, c'est toujours un moment à haut risque dans un couple. Pendant 3 ans, jusqu'à 12 réveils dans une nuit. Et le minimum, c'était 6 réveils. Le poids, le stress, les journées continues, et puis je prenais aussi plus du tout soin de moi. J'étais obligée de gérer mon travail, tout le quotidien, et puis je l'avais pris en grippe, donc de toute façon, il n'y avait plus rien à faire. Leur couple a connu ce qu'on appelle un baby clash. On a commencé à se disputer de plus en plus. Alexandre a moins participé, et au fur et à mesure que le temps passait, on s'était bonjour, au revoir. Voilà, on se croisait, il allait au travail, il rentrait le soir. Moi, j'étais toujours occupée avec le petit dernier. Lui, il avait fait sa journée et moi, je devais rester à mon rôle de maman, en fait. Mais comment traverser au mieux cette période de turbulence? De se dire que ce n'est qu'une étape, ne pas oublier pourquoi on a aimé l'autre au tout début. On a eu l'idée pour essayer d'avoir déjà des réponses à nos questions, d'aller voir un sexologue. Et là, subitement, on renaissait et c'était que nous deux, quoi.